Bah oui, parce qu'il a un besoin maladif quand même de parler de cette marque. Seiko. Il est drogué. C'est comme la maladie de Gilles de la Tourette, mais avec Seiko. Bah lui, c'est Gilles de la Seiko. Voilà, vous l'avez celle-là. Et bah Arnaud, il est atteint du syndrome de Gilles de la Seiko. Seiko. Voilà. Salut Arnaud. Salut Matt, ça va? Ouais, ça va. Et toi? Ouais, ça joue dans le chalet, comme Ouais, tu dis à chaque épisode. Ah, mais attends, si t'as plus ta punchline dès le 4e épisode. Ah, ça joue fort, ça joue 5e fort. épisode? Je sais plus. Oh, tous? On est à quel épisode là? Je sais plus, peu 5e. importe. C'est 5? Ouais, c'est ça, épisode 5. Ouais, Bienvenue dans cet épisode 5 de Rattrapante. Ouais, faudrait qu'on ait un petit truc de gens qui applaudissent. Ouais, avec des... Mais je peux avec le machin en plus. Attends, vas-y, on va faire le test en live. J'ai un petit jingle que t'entends pas parce que t'as pas le casque. Putain, on dirait... si ça, vous c'est aviez un autre. l'image, on dirait voilà, Arnaud Guetta au platine, quoi. Et les applaudissements. Ouais, putain, mais la technologie de nos jours. Ça, tu vois, ça c'est la surprise parce que là, t'as pas les écouteurs. Ouais. Mais quand t'entendras ça, quand je posterai l'épisode, tu seras fier d'être sur Rattrapante, je pense. Bon, on avait décidé de faire un petit épisode spécial aujourd'hui. Exact. Le dernier épisode, on a parlé des icônes horlogères. Et on s'est dit que ça serait pas mal de commencer par un épisode un peu plus historico-technique, quelque chose comme ça. On a eu pas mal de demandes, parce que oui, on lit vos avis, on lit vos retours, on s'en nourrit. Et on a eu quelques personnes qui nous ont fait pointer le fait qu'il y a des gens qui ne sont pas dans l'horlogerie, qui ne sont pas passionnés comme nous, et qui n'ont pas le langage technique. Mais pourquoi ils nous écoutent alors? Parce que c'est la famille. Ah, c'est cela. Trop facile, hein. Et donc, voilà, on s'était dit, pourquoi pas repasser un petit peu, finalement, en revue les complications horlogères. Et puis en plus, je trouve que ça faisait le lien aussi avec les icônes parce qu'on va reparler de certaines icônes aussi. Ouais, exactement. Puis on se rend compte que dans le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup trop d'icônes. Donc voilà, je trouve que c'était bienvenu, ça fait un joli fil conducteur. Ouais. Et pour le coup, nous, c'est un sujet qui nous branche. Et donc, nous allons parler des chronographes aujourd'hui. Ouais. Mais avant ça, on voulait faire notre petit chapitre actu. Ah, bien sûr. Maintenant, vous êtes habitués à avoir notre actualité au début. C'est hyper important. Bien sûr. Alors, Matt, quelles sont tes prédictions pour 2023 pour Rolex? Concrètement, je m'en fous. Ok. Voilà. Et toi, Arnaud? Pareil. Voilà. Bon, allez. C'était l'actu. Sujet plié. Merci. Sujet plié, voilà. L'actu sera hyper courte parce qu'en fait, à part les sorties LVMH, qui nous en ont fait secouer une sans secouer l'autre, on passera aussi. Voilà. Ouais, donc, on en parlera une autre fois. Non, on n'en parlera pas. Ah, bon, on n'en parlera pas. Pas envie de parler du jeune Frédéric Arnaud. Allez. Ancien stagiaire Facebook. Voilà. Adieu. Ouais, non, c'est Tag Heuer qui fait toujours des trucs nuls. Oui. Qui fait toujours des trucs pour DJ d'Ibiza. Et puis Zénith, ça va, c'est sympa. Voilà. Ouais, il y a Zénith et Bulgari qui ont sorti des trucs, mais voilà. Ouais. Grosso modo, rien qui nécessite qu'on en fasse une actualité. Pas de quoi dresser l'attente. Exactement. Okay. Et on va pouvoir passer au sujet du jour, qui lui est pour le coup bien plus intéressant. Bien sûr. Qui est celui du chronographe. Absolument, Arnaud. Alors, avant de rentrer dans l'histoire ou dans la technique du chronographe, il faut quand même qu'on mette une chose au clair, c'est la différence entre chronomètre et chronographe. Parce qu'on a eu des remarques, encore une fois, de gens qui sont peut-être moins malades que nous, moins atteints et moins dans l'horlogerie, dans la passion depuis longtemps. Et on va reprendre aussi certains basiques, on va essayer d'être un peu plus clair sur certaines choses, etc. Donc du coup, on s'est dit que pour être clair sur cette question, il fallait qu'on imagine comment on l'expliquerait à notre grand-mère. Ouais. Alors, comment t'expliquerais la différence entre chronomètre et chronographe à ta grand-mère, Mathieu? Déjà, je lui expliquerai qu'il ne faut pas utiliser un chronomètre pour chronométrer les pattes, mais plutôt un chronographe. Exactement. Donc voilà, grosso modo, une montre chronomètre, c'est une montre qui a été certifiée. Voilà. C'est-à-dire qu'elle répond à un cahier des charges de chronométrie sur la dérive journalière. Et il y a plusieurs exemples d'observatoires de chronométrie à travers le monde. Nous, principalement, on connaît le COSC, qui est l'organisme
chronométrie observatoire, je sais plus quoi. Un truc comme ça. Bon, bref. Et en gros, c'est la montre ne doit pas dériver de plus 6, moins 4 secondes jour. Voilà, tu parlais de dérive, c'est ça, quand on dit dérive, c'est la précision journalière de la montre, voilà. Donc COSC, c'est, heureusement, j'ai le truc sous les yeux, contrôle officiel suisse des chronomètres. Oui, en plus, je l'avais noté. Voilà. Oui, parce que... Cette fois, on a préparé l'épisode. Pour le coup, voilà. La dernière fois, cet épisode-là, clairement, on n'avait pas envie de faire un épisode de rattrapage où on vient vous ramener des corrections et autres. Donc, en fait, on a écrit un synopsis. Et pourtant, il y aurait eu des choses à corriger. Mais... Et en plus, en fait, en le relisant tout à l'heure, on a encore vu des fautes et des oublis. Donc, on n'est quand même pas si infaillible. C'est notre bon, il y a le fait de tacler Panerai et le fait de pas être précis. C'est nos deux critères principaux, quoi. Oui, mais en fait, c'est pour ça qu'on pourrait porter une Panerai, en fait. Allez hop, la zou, ça c'est fait, c'est réglé pour l'épisode. Un point pour Mathieu. Et tac. Donc voilà, après le COSC, on a le METAS, donc qui est l'Institut fédéral de métrologie, et ça c'est principalement avec Omega et maintenant Tudor. Alors ce qui est intéressant, je trouve, avec le METAS, c'est que c'est quand on dit fédéral, c'est on pourrait dire quelque chose d'État, en fait. Ouais, c'est ça. C'est un organisme qui dépend de... C'est pas une entreprise qui se fait payer. Ouais. Pour contrôler des montres. Et il contrôle pas que des montres. Voilà. Je crois qu'il contrôle des balances, il contrôle tous les outils qui font de la mesure, il s'assure qu'ils soient précis. Exactement. Donc voilà, il y a le METAS. Après, en France, pour ceux que ça intéresse, il y a le poinçon vipère. De l'Observatoire de Besançon. Exactement. Et puis après, on a VMP en Allemagne. Ouais. Je pense que... Bon, après, il y a aussi le VFA avec GS, mais on en parlera un tout petit peu après. Ouais. Je pense qu'on fera peut-être un épisode un peu plus détaillé sur la chronométrie, un peu plus en détail si ça vous intéresse, savoir qu'est-ce qu'est le VMP, etc., etc. Là, vraiment, c'était pour vous montrer la différence entre les deux. Voilà, il existe différents types de certifications, avec chacune un peu leurs critères sur la durée de test, la précision, les températures auxquelles ils testent. Il y a plein de petits paramètres. Et puis le déroulement du test. Ouais. Par exemple, le COSC, typiquement, c'est mouvement hors montre. Ouais. Donc, en fait, tu peux avoir un mouvement qui est COSC, sauf que quand il est mis dans la montre, il peut ne plus être COSC, parce qu'en fait, quand tu vas venir serrer les vis qui tiennent le mouvement au boîtier et au cadran, potentiellement, tu déformes quand même un petit peu. Ouais, ça peut changer de toute manière. Donc voilà. Alors que, par exemple, le poinçon de Genève... Poinçon de Genève, c'est mouvement embarqué. Voilà, depuis 2012. Ouais. Ça, c'est un truc et pareil pour le superlative aussi. Je le savais pas, mais le superlatif de chez Rollo, c'est montre montée. Ok. Voilà. Ouais. Ce que j'ai cru comprendre. Hein. Ouais. Donc voilà, selon les marques, ils utilisent différents trucs. Typiquement, les Allemands vont chez VMP plutôt que d'aller au COSC, et les marques françaises prennent le poinçon vipère. Exactement. Il y a un côté un petit peu. Et donc, ça n'est pas le sujet du jour. Exactement, parce qu'aujourd'hui, on parle des chronographes. Exact. Et souvent, on fait l'abus de langage, en fait, de dire chronomètre pour chronographe. Absolument, oui. Alors qu'en fait, c'est pas la même chose. Et donc, on va peut-être commencer par faire un petit tour, on pourrait appeler ça de lexique. Ouais. Juste pour qu'on soit bien d'accord sur les termes qu'on emploie, sur ce que ça veut dire. Et puis qu'on vous donne la définition de certaines fonctions d'un chronographe. Voilà, on s'est dit que déjà... Bon, maintenant, je crois que tout le monde voit ce que c'est un chronographe. Un chrono, on lance, on arrête, on remet à zéro, c'est pour mesurer des durées. Mais il y a des différents types de chronographes. Absolument, oui. Alors, le plus beau, le plus intelligent et le plus important, c'est Rattrapante. Ah, bien sûr. Ah non, on parle plus de podcast, là, on parle de chrono, pardon. Ouais, mais c'est pareil. Ça marche aussi. Ça marche aussi, absolument. On peut déjà commencer avec le chrono à Rattrapante, par exemple. Le chrono à Rattrapante. Alors, comment tu l'expliques simplement? Parce que c'est un truc qui est assez visuel. Je trouve que c'est pas le genre de machin où il faut passer des heures dessus en podcast, parce que c'est... Alors, en gros, grosso modo, c'est... alors, bon, on a toujours deux poussoirs sur un chronographe. Un poussoir de lancement et d'arrêt, et un poussoir de remise à zéro. Ça a 2 et 4 heures sur un cadran, donc ça, c'est assez facile à visualiser pour vous. Et le Rattrapante... On dirait que tu parles à des neuneux. C'est assez facile pour vous, les débilos. Il n'y a rien d'autre, hein. Vous m'en voulez pas. C'est peut-être sorti comme ça. Mais du coup, en fait, tu lances ton chrono. Et en fait, la Rattrapante, tu as 2 aiguilles qui se chevauchent. Elles partent les deux en même temps. Et quand tu fais un split, donc tu fais un arrêt, un premier temps, tu en as une qui se bloque, l'autre qui continue de tourner pour la mesure. Et en fait, quand tu relances le chrono, l'autre aiguille vient rattraper la première aiguille. Voilà, celle qui continue de tourner. En gros, le but, c'est, imaginons, tu chronomètres une course où tu as quelqu'un qui fait 4 tours de stade.
Au départ de la course, tu lances ton chrono normalement. Absolument. À la fin du premier tour, tu arrêtes la rattrapante et tu notes le temps qu'il a fait. Mais pendant ce temps, tu as l'autre aiguille qui continue, de tourner, à compter. Et comme ça, le deuxième tour qu'il fait, tu peux le bloquer aussi et le visualiser. Et en fait, ça te permet de noter chaque temps au tour, mais aussi de chronométrer la durée totale de la course. En fait. Absolument. Ouais. Donc ça, c'est le chrono à rattrapante qu'on appelle aussi chrono split seconde en anglais. C'est ça. Ouais, c'est pour ça que je vous disais split juste avant, où tu viens en fait faire des temps intermédiaires. Ouais, c'est ça. Typiquement. C'est comme si l'aiguille des secondes se divisait en deux. Ensuite, il y a je fais dans le désordre. Ouais, tu fais dans le désordre parce qu'en plus, punaise, moi je me suis embêté à faire un fichier Word et tout avec des belles feuilles et tout, des petits titres en couleur. Bon, ils sont pas imprimés en couleur, mais bon, je me suis embêté, mais bon, soit, c'est pas grave. Après, on a le flyback. Putain, on est synchro. Ouais, ou retour en vol aussi en français pour les. Ça, en général, je crois que la plupart des francophones l'appellent flyback quand même. On utilise moins le terme retour en vol. Je l'ai jamais entendu, franchement. Ouais. Mais tu vois, par contre, je pensais que le flyback, c'était le rattrapante. Donc tu vois, tu m'as appris un truc. On a tendance à confondre les deux. Ouais. Alors, le retour en vol, c'est tout simple. C'est juste que quand tu appuies sur le bouton, ça fait une remise à zéro sans que le chrono s'arrête et il repart tout de suite, en fait. Genre les mecs en avion qui disent je dois aller 3 minutes selon ce cap-là et puis 4 minutes selon l'autre cap. Tu lances ton chrono. Quand tu es arrivé à 3 minutes, tu fais retour en vol et ça relance pour les 4 minutes que tu regardes. Ouais, c'est pas mal aussi. Et d'ailleurs, il me semble que ça avait été utilisé. C'est pas moi qui ai inventé ça dans mon esprit de génie. Je crois que c'est une vraie utilisation du chrono. Sûrement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme type de chrono Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme type de chrono ? On a le monopoussoir. Oui. Alors ça, c'est plutôt une conception plus que finalement, je trouve une complication. Une complication, ouais. En fait, donc le monopoussoir, comme son nom l'indique. Comme son nom l'indique, c'est un poussoir qui fait tout. Ouais. Donc lancement, arrêt, remise à zéro. Ouais. Et généralement, il est intégré dans la couronne, ce que je trouve hyper joli et pour le coup, en termes de construction, hyper élégant. Parce qu'après, il y en a des chrono monopoussoirs. Désolé, je parle tout le temps de Seiko, mais Seiko on avait plusieurs. Exact, ouais. Techniquement, c'est moins pointu que d'avoir le poussoir dans la couronne. Ah bah clairement, ouais. Pour moi, un poussoir dans la couronne, entre les étanchéités, quand tu viens régler ton heure, la couronne qui se décale, pas le poussoir. Ouais, il y a du taf. C'est beau. C'est du joli boulot en général. Exact. Les monopoussoirs. Donc voilà, ça c'est le monopoussoir. Et puis après, en sous-partie de ça, donc ça c'est vraiment les types de chronographes. J'ai une question piège avant Mathieu. Ouais. On n'en a pas parlé, on n'a pas préparé. Impro complète. Si tu devais citer un monopoussoir, un chrono à monopoussoir que t'aimes bien. Alors là, j'en ai pas un en tête, mais je dirais Longines. Il me semble qu'il y a un modèle chez Longines avec un cadran. C'est un pulsomètre déjà, de mémoire. On va définir après ce que c'est le pulsomètre. Voilà, justement. Et je crois que c'est un cadran émail blanc. Mais je pourrais pas te dire la ref. Comme ça. Ouais. Je l'ai vu, non, mais je le connais, je le vois en tête. Je pourrais pas te dire ni une ref ni de quand il date. Voilà. Je te demande ça parce que moi, chez Montblanc, ils ont fait un chrono monopoussoir. Alors il y en a un standard entre guillemets, mais ils en ont un où ils ont donc Montblanc a racheté Minerva et ils avaient des stocks de vieux calibres d'époque et ils ont fait un chrono. Je crois qu'il y a peut-être même plusieurs déclinaisons avec ces mouvements Minerva qui sont magnifiques, qui sont des mouvements assez mythiques, décorés mais la folie. Ouais. Mais on en parlera, je crois, après aussi un peu de Minerva, non ? On va l'évoquer dans la partie historique. Ouais. Mais oui, je vois exactement lequel tu parles. Et dans les chronos à rattrapantes ça c'est un peu facile. Alors moi, je dirais le Breitling, le Navitimer 46 ou 45 mm Stratos Grey. Voilà, je laisserai la personne qui le possède venir nous en parler dans un prochain épisode. Absolument, avec grand plaisir. Mais c'est clairement celui-là. Ouais. Ou sinon l'IWC que j'avais essayé avec lui en Ceramtech ou je sais pas quoi, là, leur matière, la con. Ok. Voilà. Mais ça m'a pas marqué, quoi, pour la preuve. Et des retours en vol, t'en connais comme ça de tête C'est quand même moins courant. Ou alors ça peut être aussi des mouvements plus basiques, souvent. Ouais, ça me... Franchement... Après, le flyback, on en voit quand même souvent passer. Ouais. Mais ça me marque pas parce que c'est pas forcément... Techniquement, c'est quand même à des années-lumière d'une rattrapante qui est le chrono ultime en termes de complications et de savoir-faire horloger, quoi. Ouais. Vraiment, dans le chronographe, c'est l'évolution ultime. Ouais, comme tu dis, il n'y a pas mieux que ça. Ouais. Je sais qu'il y a des chronos retour en vol chez Seiko qui étaient leurs chronos très entrée de gamme, en fait. Ok.
Parce que c'est même moins compliqué à faire qu'avoir un système start, stop, reset, quoi. Ah Donc, ouais a priori, ouais. Ok. Bon, bah écoute. Donc, après cette interruption, désolé, hein, pour une fois qu'on a un sommaire, je le respecte pas. C'est pas grave. On va parler un petit peu de la suite du lexique sur ce qu'on pourrait pas vraiment appeler des complications. Non, des fonctions en fait. Mais ouais, des fonctions supplémentaires qu'on peut venir rajouter à un chrono en fait. Ouais, parce qu'en fait, on a remarqué dans l'épisode que vous écouterez donc avant celui-ci, des icônes, que quand même certaines icônes étaient avant tout à la base des outils et sont devenues des icônes avec le temps. Et en fait, le chronographe, il vient toujours répondre à un besoin. Et typiquement, ces fonctions, c'est des besoins que les utilisateurs avaient. Et ça a fait, ça a été créé pour ça. Ouais, c'est un genre de surcouche au chrono en fait. Exactement, ouais. Et donc, pour moi, la première fonction qui me parle le plus personnellement, c'est le tachymètre. Et puis, je pense que ça doit être la plus courante aussi. Ouais. Bah, en fait, il faut se dire, et on le verra dans la partie histoire un peu plus loin, ouais, ça correspond aussi que le chrono a été créé il y a fort longtemps, mais que quand ça a vraiment démarré avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, même première, je crois, je ne sais plus, c'était quand même principalement pour la course automobile et l'aviation. Ouais. Donc le tachymètre, il vient répondre à ce besoin, qui est de mesurer la vitesse. Parce que on avait beau avoir des compteurs de vitesse, le tachymètre te permet d'avoir une vitesse moyenne en fait. En gros, c'est affiché sur la lunette en général. Exactement. Et ça te dit graduer pour une certaine distance. Exact. Et donc en fait, mais on peut l'utiliser même de nos jours sur l'autoroute avec les bornes autoroutières. Bien sûr. Tu lances ton chrono quand tu es à une borne, tu l'arrêtes quand tu as fait ton kilomètre, et si ta lunette elle est graduée pour 1 kilomètre, et ben ça va te donner la vitesse que tu fais tout simplement. Quoi. Ensuite, le pulsomètre. Ouais, alors le pulsomètre, alors ça je serais un peu plus dur peut-être à décrire. C'est la même chose, mais au lieu de calculer une vitesse, ça te permet le pouls d'un patient. Hein, c'est ça. C'est ce qui est utilisé, ce qui était utilisé pour les médecins. Il y a pas mal de marques qui avaient leur Doctor's Watch, qui est leur chrono avec le pulsomètre. Et en gros, ça va te dire graduer pour 10 pulsations, par exemple. Donc tu lances le chrono, tu comptes 10 pulsations, tu arrêtes le chrono et ça te donne le rythme cardiaque du patient en battements par minute. En fait. Je te coupe juste, excuse-moi. Petite anecdote, tu savais que la Speedmaster, tu pouvais avoir une lunette pulsomètre? Oui, j'en ai vu quelques-unes sur Insta. Ouais. Et je trouve que c'est tellement peu commun pour la Moonswatch que je trouve ça diablement efficace. Au cas où tu as un pote qui fait un arrêt cardiaque sur la Lune. Voilà, paf. Amenez les palettes, on le choque. Et puis après, il y a le même, j'allais dire complication, c'est pas une complication, mais tu as l'asthmomètre, asthme comme les gens asthmatiques, quoi, pour calculer la fréquence respiratoire d'un patient. Et c'est exactement la même chose, ça va te dire pour 4 ou 5 ou je sais pas combien de respirations, tu lances ton chrono, tu l'arrêtes quand ça atteint le chiffre que te dit la montre et puis ça te donne la fréquence respiratoire. Ouais, c'est fou. Voilà, c'est tout simple, mais ça permet d'être... Ouais, mais en fait, c'est toujours... Voilà, on a un problème et on le répond en créant un produit. Ouais, c'est un outil du quotidien, quoi. Et puis après, on avait aussi le phonotélémètre. Ouais, c'est moi qui incitais pour le mettre parce que j'aime bien ça. Non, mais alors pour le coup, moi j'aime bien. Et il y a eu une réelle utilité justement pendant la guerre. Parce que ça te permettait de déterminer les distances aussi pour l'artillerie. Pour les tirs d'artillerie. Donc, moi, c'est plus la côté histoire qui m'intéresse là-dessus. Mais grosso modo, pour vous expliquer rapidement ce qu'est le phonotélémètre, alors une explication assez simple, quand il y a de l'orage, il y a des éclairs. Donc vous lancez le chrono quand vous voyez le flash de l'éclair et vous l'arrêtez quand vous entendez le tonnerre, grosso modo. C'est le même truc qu'on fait quand on est gamin, qu'on s'amuse à compter. Alors, la foudre, elle est tombée à quelle distance? Voilà, c'est exactement pareil. Et en fait, l'échelle graduée va vous donner la distance. C'est juste par rapport à la vitesse du son. Absolument, c'est avec la vitesse du son et c'est tout calculé. Et donc, pour l'aspect militaire, c'était utilisé pour les tirs d'artillerie où ils voyaient le flash. Ils n'avaient pas encore entendu le boom du tir de l'obus. Et puis donc, une fois qu'ils avaient le flash et le boom, ils arrêtaient, ils savaient que les ennemis étaient à telle distance. Exactement. Tout simplement. Donc c'est pour ça que c'était plutôt un truc à l'époque que c'était une fonction militaire, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et puis le dernier petit truc qu'on avait rajouté, c'était la foudroyante, parce que tu l'évoques après dans la partie historique. Et juste pour que tout le monde ait le langage, c'est juste une aiguille qui va très très vite. Ouais. En gros. Ça vous foudroie, quoi. C'est ça. Non, c'est vraiment chouette, ça. C'est comme par exemple, moi, j'ai eu la Zénith El Primero Défi 21.
c'est une foudroyante. Alors en plus, c'est un chrono au centième de seconde, on en reparlera après, mais dans le sens où d'habitude, un chrono, je sais pas, Daytona, Speedmaster, enfin les chronos très classiques, les icônes. La trotteuse, enfin le calcul des secondes du chrono, l'aiguille fait le tour du cadran en 1 minute. Ouais. Une foudroyante va faire le tour du cadran ou du sous-compteur en 6 secondes, 10 secondes, enfin vraiment rapide. Donc c'est une aiguille qui tourne très très vite, tout simplement. C'est ça. Voilà. Ça vous permet de calculer le temps encore plus précisément. Ouais, grosso modo. Puis c'est joli, ça bouge. Bah, sur la Zénith, c'était très joli. Puis ça fait un petit bruit qui est pas désagréable. Ouais, une sorte de petit bourdonnement là qui est magnifique. Ouais. Donc voilà, je crois qu'avec ça, en termes de lexique, en termes de savoir un peu les différents types de chronos, les différents trucs en plus, je crois qu'on a fait assez vite le tour. Ouais, voilà, ça vous permet au moins d'avoir les bases. Et après, on vous invite, comme d'habitude, à aller chercher si ça vous intéresse d'approfondir. Démerdez-vous. Ouais, non, ça c'est la politesse d'Arnaud. Mais oui, en gros, faites votre boulot, quoi. Faites vos recherches. Alors, maintenant Arnaud, du coup, on va parler un petit peu plus histoire. Soyons sérieux 2 minutes. Voilà, parce que là, on vous a donc un peu donné le lexique horloger. On vous a pris par la main, mais maintenant, on va vous apprendre des choses. Voilà, c'est là que notre savoir-faire entre en œuvre. Donc, moi, je me suis posé une question, c'est qui avait pu ou qui a inventé le chronographe ? Parce que c'est bien beau de dire toutes ses fonctions, de toutes les énumérer, etc., mais de savoir qui l'a inventé, je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant. Alors, c'est Seiko. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai pour le coup. Donc voilà, j'ai fait un petit peu mes recherches. J'ai retrouvé un excellent post de Zen sur Femmes, sur Forum à Montre. Et il énumérait un petit peu toutes les personnes qui avaient pu être en relation avec la création du chronographe. De près ou de loin, bien sûr. Ouais. Et alors, d'après ces recherches et d'après aussi ce que j'ai un peu cherché, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur Moïse Pouzet, qui serait finalement la personne qui, en 1776, donc quand même un temps très éloigné, pré-révolution française quand même. C'est ce que j'étais en train de me dire. Je vous donne un petit peu, c'est 200 ans, quoi, grosso modo. Je crois que c'est la seule date de l'histoire française que je connais, avec 1515. Et voilà. Et donc, du coup, pour remettre dans le temps, donc c'est quand même très vieux. Et donc, cette personne aurait posé un petit peu les jalons de ce que pourrait être un chronographe. Voilà, en sortant une sorte d'étude, en disant voilà, ça sera des aiguilles qui s'arrêteront, qui seront stoppées, etc. Mais celui qui, vraiment dans les faits, aurait produit ce qui se rapproche le plus d'un chronographe, ça serait Louis Moinet en 1816, avec une sorte de gros... Alors pour vous la faire simple, donc c'était déjà une montre plutôt à main. Oui, c'est pas une montre bracelet. C'est pas une montre au bracelet. On est à une époque où il n'y a pas de montre bracelet de toute façon, quasiment pas en tout cas. Donc, non, je crois qu'il y avait peut-être même pas de montre à cette époque, 1789, si je dis pas de bêtises. De ce que j'ai, d'ailleurs, je cite rapidement Gail Peterman qui a fait une excellente vidéo sur la montre de Marie-Antoinette. Et en fait, on est dans ces époques-là. Donc on est sur des montres qui, comme on l'a dit dans le Japon, sont réservées à une élite. Oui, bien sûr. Voilà, donc petit aparté fini. Donc ça serait en fait c'est un gros compteur, vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a des vidéos qui décrivent le système. Il s'appelle le compteur de tierces, c'est ça? Tu m'en as mis une bonne là, c'est vrai? Non, ouais, je crois bien que c'est ça. Ah ouais, je sais pas, j'ai même pas regardé. Ah ouais, j'ai même pas regardé comment il l'avait appelé. Mon Dieu, mais ça se trouve on n'en sait rien parce que c'était 200 ans. Devoirs, mais non, mais j'ai honte alors. Punaise, j'ai honte. Donc voilà, ça serait un chrono 30 Hz, donc au 60e de seconde. Ouais, ce qui veut dire qu'en gros, chaque seconde, l'aiguille fait 60 petits bonds, et donc on peut l'arrêter pour compter jusqu'au 60e de seconde. Mais voilà, mais là on est vraiment sur un compteur, c'est-à-dire que on vient chronométrer un temps, mais on n'a pas un affichage de l'heure. Ça donne pas l'heure. Comme nous on le connaît aujourd'hui en fait. C'est comme en cours de PS quand tu as ton prof qui a son chrono autour du cou. Absolument. C'est ça, mais il y a 200 ans. Exactement. Voilà, tu as tout résumé. Magnifique. En 1821, en fait, je vais vous exposer, pour moi, donc ça serait Louis Moinet en termes de date, mais en fait, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont œuvré au développement du chronographe, et pas forcément tous à des périodes très éloignées, à cette époque-là, mais tous avec une vision différente, en fait. Et le prochain, donc c'est Nicolas Rieussec en 1821, qui a fait une sorte de chrono
Alors pareil, c'est assez marrant, hein, parce que, une nouvelle fois, ça répond un petit peu finalement à la demande du prof de PS, de chronométrer un temps autour d'un terrain. Et en fait, là, l'idée, c'est d'avoir une sorte de table, une console. Alors ça a été, il l'a fait évoluer et après c'est devenu un peu plus petit, je sais pas comment on pourrait dire, portable. Mais l'idée, c'était d'avoir une table avec un compteur et une aiguille qui tourne et de marquer les temps, en fait, avec 2 boutons. Et pour marquer le temps vraiment chronométré, en fait, il venait poser une goutte d'encre. Donc il y avait comme, je ne sais même pas comment vous expliquer, mais c'est comme s'il y avait une plume d'encre qui, quand il appuyait sur le bouton, lâchait une goutte. Exactement. Et ça marquait le temps sur une sorte de, admettons, un papier, et ça venait marquer un petit peu comme un sismographe qui viendrait dessiner une courbe sismique. Voilà. D'où le nom chronographe. Voilà. Graphe étant d'écrire, c'est de là que vient en fait le nom du chronographe. Absolument. C'est que pour le coup, ça marquait le temps dans le sens propre du terme. Voilà. Et c'était utilisé pour des courses de chevaux, c'est ça ? Ouais, parce qu'en fait, le frère de Nicolas Rieussec, de ce que j'ai lu, était grand passionné d'équitation. Ok. Et donc toi, en EPS, tu faisais de l'équitation ? Absolument pas. Moi, je faisais pas de sport. Hein. Ah, ok. moi, le sport, c'est la tartiflette. Voilà. Ouais, attends, on sait très bien que tu fais du vélo, du ski et tout. Ouais. De loin. Donc en fait, là, ce qui a fait que Rieussec s'est mis à faire son chronographe avec cette goutte d'encre qui tombe, etc., c'est juste qu'ils n'avaient pas la technologie pour faire arrêter des aiguilles. Ils ne savaient pas comment faire. Absolument. Et ça, c'est arrivé finalement bien plus tard. Parce qu'en fait, ils se sont tous... il y a eu un besoin, quoi, une nouvelle fois. Sûr. Et ça, c'est arrivé, a priori, donc ce que je comprends, de ce que j'ai lu, en 1844, avec Adolphe Nicoll, un horloger suisse, installé en Angleterre, et qui aurait développé, du coup, on vous l'a expliqué tout à l'heure, un peu un monopoussoir. C'est-à-dire un seul bouton qui vient piloter l'arrêt, le lancement, l'arrêt et la remise à zéro. Ouais. Voilà. Donc là, c'est vraiment là que ça commence à ressembler un peu plus au chronographe que nous, on connaît. Exactement. Mais on est toujours sur le format d'un chronographe, d'un prof de sport. Ouais. On n'a toujours pas l'affichage de l'heure dessus. Ah ouais, on est vraiment juste sur le compteur point barre. Voilà, c'est le compteur basique, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, la première montre qui affichait l'heure et qui permettait de chronométrer, c'est quoi ? Alors la montre, je pourrais pas te dire le modèle ou la référence, mais a priori ça serait quand même Longines, avec le calibre 20H, et ça serait en 1878. Ok. Voilà. Donc on a dit Moinet. 1816. Ok. Et donc ensuite, grosso merdo, Rieussec, t'as dit 1821. Ouais, c'est ça, 1821. Voilà. 1844, Nicoll en Angleterre avec la fonction un petit peu monopoussoir. Voilà. Et puis après, Longines, 1878. Voilà. Pour les grosses dates que vous devez savoir. En revoilà l'historique du développement de ce qui devient le chrono qu'on connaît. Mais au final, c'est dur d'attribuer à une seule personne. Parce qu'on voit qu'il y en a un qui te dit l'idée théorique du truc. Bien sûr. T'as Louis Moinet qui te fait un truc qui ressemble quand même pas mal à ce qu'on a, mais qu'on n'appelle pas encore chronographe. Ouais, qu'on a un gros compteur. T'as Rieussec qui te fait un chronographe, au sens propre du terme. Après, t'as Adolphe Nicoll qui te le développe en fait finalement avec la vraie fonction avec le lancement, stop et remise à zéro. Et puis Longines qui te fait le premier chrono. Longines qui met tout, qui prend tout. Voilà. Et qu'en fait une synthèse et qui rend sa copie, quoi, grosso modo. Exactement. Et puis, suite à ça, c'est quoi ? C'est plus de la miniaturisation et puis la naissance, enfin, la complexification. Bien sûr, avec tout ce dont on a parlé après. Absolument, avec toutes les fonctions que les utilisateurs avaient besoin, en fait. Tout simplement. Donc, Et est-ce qu'à ce moment-là, avec donc Longines, etc., est-ce qu'on avait déjà le format que nous on connaît avec les 2 poussoirs à 2h et à 4h, avec un poussoir start-stop et un poussoir reset? Non. Pas à cette époque-là. Alors, qui c'est qui ça, alors, justement, tu fais bien de me lancer comme ça. Parce que comme par hasard. En fait, qui aurait inventé un petit peu, si on veut, le chronographe un petit peu moderne, comme on l'entend, comme nous on le porte aujourd'hui? C'est Seiko. Ah non, toujours pas. Non, toujours pas. Et pour le coup, mais c'est une marque que moi j'adore. Je ronge mon frein depuis tout à l'heure, je peux pas parler de Seiko, putain. Vous vous rendez compte, mais vous inquiétez pas, il va vous faire un palabre derrière, ça va être magnifique. Donc, en fait, celui qui
ceux qui ont inventé en fait le chrono comme on le connaît un peu aujourd'hui, hein, donc 2 poussoirs, etc., c'est Breitling. Pour le coup, Breitling, c'est vraiment... Il y a 2 marques, pour moi, 2 marques suisses qui se démarquent à cette époque-là, donc 1900... ouais, les 1900. Donc grosso modo, ça démarre à peu près par là, parce que les 2 maisons, il y en a une qui est créée en 1884 et l'autre, si je dis pas de bêtises, 1888. Ok. Si je dis pas de bêtises, laissez-moi vérifier. Non, 1860, pardon, excusez-moi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est 2 marques, et c'est Breitling et Heuer, voilà, grosso modo. Et en fait, elles ont toutes les deux, elles se sont tirées la bourre, grosso modo, à coup de brevet. Il y en a un qui a sorti donc en 1915, Léon Breitling sort le premier chronographe avec un poussoir indépendant, donc indépendant du coup de la couronne, hein, comme on le connaissait sur un type monopoussoir. Ouais. En 1923, il sépare les fonctions donc, de mise en marche et arrêt de celle de la remise à zéro. Okay. Donc en fait, c'est vraiment ce qui nous permet, c'est l'innovation qui permet d'additionner plusieurs temps successifs. Donc voilà. Ça fait 100 ans maintenant qu'on fait des chronos avec les 2 poussoirs séparés. Ouais, grosso modo, ouais, c'est ça. Donc cette année, il faut qu'on s'achète des chronos, Mathieu, pour fêter les 100 ans de ça. Bien, c'est vrai, ouais, tu es pas mal. Je suis bon en maths, hein. Mais qu'est-ce que t'es doué, toi? Je sens que Breitling va nous sortir des trucs sympas cette année. Ben, ouais, on a eu quelques petits... Ah ouais, t'es comme ça, toi. Tu vas à la pêche aux infos. Bah oui, mais on vous les donnera pas. Tu me les diras en off. Ouais. Non, mais je pense que oui, ils vont sortir des choses. Ouais. Bah ouais, 100 ans de l'invention du chrono, de la forme qu'on connaît le plus aujourd'hui, c'est quand même... Mais c'est vrai que c'est vraiment eux qui sont précurseurs là-dedans. Ouais. Là où Heuer a finalement sorti plus des innovations technologiques. Tu vois, en 80, c'est Édouard Heuer, c'est le premier... En 1880, pardon, c'est le premier à sortir des chronographes en série. Donc on est juste 2 ans après Longines. Exact. Donc, en fait, lui, en 2 ans, il a créé... Enfin, il n'a pas vraiment... Peut-être pas créé ses mouvements, mais il s'en est... Il a développé son truc. En tout cas. Voilà, il était dedans. Et lui, par contre, il les produisait déjà en série, quoi. Ouais. Donc ça, c'est assez fort. En 87, il invente alors le pignon oscillant. Hein. Ouais, c'est en gros ce qui permet le système de... Alors, je dis peut-être une énorme connerie. Hein. Ouais, ben... On demandera à nos potes horlogers de corriger si c'est une connerie. Mais en gros, je crois que c'est ce qui permet d'avoir un système d'embrayage, en fait. Ok. Le fait de pouvoir séparer la partie chrono. Parce qu'en gros, alors, la petite seconde technique, sur les compteurs, donc les gros chronos dont on parlait au début, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que quand tu lances le chrono, tu lances tout le mouvement de la montre, en fait, tu lances l'échappement, etc. Et quand tu l'arrêtes, l'échappement s'arrête. Okay. Mais quand tu as une montre qui affiche l'heure et qui a le chrono, tu as toujours la partie heure qui fonctionne. Bien sûr, tu as toujours le barillet, l'échappement, etc. Et quand tu lances le chrono, tu viens coupler toute une partie mécanique de chronographe sur la base de la montre qui est en train de tourner. Et donc, tu as besoin de ce système d'embrayage qui permet de coupler ou découpler la partie chrono du reste du mouvement qui fait fonctionner la montre, en fait. Et si je dis pas de conneries, je crois que l'histoire du pignon oscillant, je crois que c'est une pièce qui permet ça. Et si ça se trouve, je suis complètement à l'ouest, ne m'en voulez pas, je ne suis pas horloger. Voilà. non, on est juste passionné. Hein. Voilà. Donc, ouais, grosso modo, pour dire que, finalement... Heuer, ils ont quand même fait des trucs... Voilà, entre Heuer et Breitling, ils ont, pour moi, ces 2 marques qui, en se mettant en concurrence, ont créé ce que nous, on connaît aujourd'hui, le chronographe moderne. Et puis, moi, ce qui me marque le plus quand on parle des chronos Heuer vintage, c'est le micrographe. Ah oui, bien sûr. Ouais, non, mais j'en avais encore pas parlé. Ouais, bien sûr. Ouais. Le micrographe, c'est un truc de... C'est un chrono au centième de seconde qui date d'il y a 100 ans, quoi. Exactement, 1916. Donc, ce qui est juste fou. 100 alternances par seconde. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Si vous avez jamais vu ça en vrai, allez regarder à quoi ça ressemble. C'est une mitraillette, en gros. C'est incroyable. Techniquement, il y a 100 ans, de réussir à créer des trucs comme ça, en gros, il y a 100 ans, ils ont fait une foudroyante, quoi. Ouais. Grosso modo. En gros, c'est un petit peu ça. C'est à peu près ça, si on veut résumer assez rapidement. Et donc après, ce qui est intéressant dans ce tirage de bourre, on va dire, entre Breitling et Heuer, c'est que finalement, ils sont chacun spécialisés un peu différemment en fonction des univers dans lesquels ils s'inscrivaient, en fait. Oui, exactement. Donc Breitling s'est résolument tourné vers l'aviation.
en fournissant la RAF en compteur et un chronographe. Donc Royal Air Force. Voilà, Royal Air Force. Donc les forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est des gentils, ça va. Voilà, c'est les mecs cool. Et en fait, en 1940, ils ont créé ce qu'on appelle le chronomate. Donc en fait, c'était une échelle... en grosso modo, c'est facile, c'est une règle à calcul adaptée dans une montre. Voilà, ça vous permet de faire des calculs de consommation de carburant, de distance, etc. etc. C'est vraiment l'outil de bord, quoi. Ouais, l'outil pour le pilote d'avion. Ouais. Vraiment, c'est clair, net et enfin, il n'y a pas d'autre choix. Et ils avaient créé ça sur le chronomate. Et en fait, quelques années plus tard, en 52, ils ont créé la Navitimer, comme nous on la connaît aujourd'hui, qui est résolument l'icône des pilotes, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, il y a énormément de gens qui se sont intéressés à l'horlogerie parce qu'ils aimaient l'aviation, parce que la montre de pilote, c'est la Navitimer, et c'est comme ça qu'ils sont rentrés. Bien sûr, ouais, mais il y a beaucoup de personnes qui, en fait, gravitent autour de certaines passions qui peuvent être donc l'aviation, comme tu viens de le dire, et d'autres que c'est le milieu automobile, la course auto. Ouais. Et là, dans la course auto, en fait, on remarque que Heuer et Breitling, en se tirant la bourre, ils se sont fait concurrence, mais en fait, ils prenaient pas les mêmes marchés. C'est ça. Voilà. Donc, Heuer, c'est un peu plus destiné au monde automobile, à la course auto, comme on la connaît, et Breitling, c'est un peu plus destiné à l'aviation. Et puis en plus, tout à l'heure, on en discutait en off, tu disais que apparemment, Heuer, c'est aussi spécialisé dans d'autres types Bien sûr. de chrono, ou en tout cas d'instruments de mesure. Ouais, exact. En fait, des trucs spécifiques à l'automobile. Ouais, on se rend pas compte, mais dans les années 70, en fait, la Formule 1, c'est un peu les développements des moteurs comme on connaît aujourd'hui. Puis c'était un vrai labo, en fait. Et déjà, Heuer sponsorisait quasiment 80% des paddocks, ou des grosses écuries, Ferrari et autres. Et très clairement, ils n'ont pas fait que fournir des montres. Ils avaient, entre autres, les chronométries sur les circuits pour les courses, mais je crois, si je dis pas de bêtises, qu'ils avaient fait des capteurs pour Ferrari, pour mesurer pas les pressions d'injection, mais les volumes injectés dans les moteurs, etc. etc. Okay. Donc il y avait vraiment une partie un peu technique. Mais ça, je pourrais relire. Il y a un très bon livre sur TAG, justement, qui retrace un petit peu l'histoire de la marque. Et cette partie-là, moi, me plaît parce que je suis passionné d'automobile. Et j'ai trouvé ça hyper passionnant, quoi. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, là, tu viens de dire TAG. Ouais, pardon, Depuis tout à l'heure, on dit Heuer. C'est vrai. En fait, au final, c'est le groupe TAG qui a racheté Heuer et c'est devenu TAG Heuer. TAG Heuer, voilà. Mais à l'époque, c'était Heuer, bien sûr. C'était bien sûr, excusez-moi. Ouais. C'était la marque Heuer. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Ouais, donc ils sont vraiment spécialisés dans le sport auto, en allant au-delà de juste faire des chronos, etc. Ils étaient vraiment dans de l'outillage de pointe, de mesure, oui, vraiment. Mais puis c'était, tu sais, c'est les années 80 où finalement t'es au... Comment dire, on allait sur la Lune avec grosso modo un téléphone portable. Et après, on était dans cette recherche de l'électronique. En fait, c'est les débuts, vraiment, les prémices de l'injection auto. Et comme on connaît, nous, aujourd'hui, en fait, des choses qui nous paraissent simples aujourd'hui, mais qui, à l'époque, étaient waouh, le feu, quoi. Ouais, complètement. Et eux, ils se sont mis là-dedans et ils ont fait un peu plus que de l'horlogerie. Ouais. Voilà. Et, c'est aussi le développement des quartz. Donc, tu vois, il y a vraiment toute une techno, et toujours pour déterminer le temps très précisément. Voilà. La mesure du temps précise, je trouve que c'est ces deux marques qui, à mon sens, répondent... Enfin, si je devais dire deux icônes un petit peu historiques... Sur le développement des chronos. Ouais, je dirais que c'est ces deux marques-là. Parce qu'après, même la Speedmaster d'Omega, à la base, c'était une montre qui devait se rattacher à l'univers automobile. Mais c'est un tachymètre, hein, donc c'était pour mesurer la course auto. Hein. Voilà, le Daytona, c'est la même chose, etc. C'est des choses qui sont venues un petit peu après, mais les précurseurs, c'était visiblement plutôt ailleurs sur ça. Ouais, pour le coup, ouais. Ce que je trouve toujours intéressant, c'est de voir comment certaines évolutions sociétales se sont ensuite infusées dans l'industrie horlogère et ont amené des évolutions, des changements, etc. Dans l'épisode où on parlait de voyage avec Edouard, on parle des GMT et du fait que les voyages en train, puis ensuite les voyages en avion ont amené la nécessité de la création de ces choses-là. Exactement, ouais. Là, avec le développement de l'aviation, on voit Breitling qui a pris une place hyper importante dans ce domaine. Ensuite, il n'y a pas eu que, il y a eu IPC, mais en fait, ils se sont un peu tous suivis. Voilà, si tu veux. Mais en tout cas, il y a vraiment cet univers de l'aviation qui a amené ça. L'univers automobile,
Ouais. Avec Heuer, on en a parlé, puis plus tard avec Rolex, etc. Mais tu vois, ça va vraiment dans le sens où les gens veulent se déplacer, veulent voyager, veulent. Je dis pas que ça va avec les congés payés, mais grosso modo, c'est une forme de société qui a hyper évolué. Et en fait, tu te retrouves avec un besoin en fait à chaque fois. Ah mais complètement, c'est le besoin qui justifie l'arrivée du nouveau produit, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. À l'époque, c'était pas des produits de luxe comme aujourd'hui qui répondent juste à un besoin de luxe et de caprice de riche. Ouais, exactement. C'était vraiment une utilité avant tout, quoi. Donc en fait, tu es en train de dire que les marques aujourd'hui n'innovent plus parce que les utilisateurs n'ont plus de besoin à part... Parce qu'on est tous des gros neuneux et on achète des montres pour se la péter sur Insta. T'es en train de dire ça? Oh là là. Donc en gros, tu es en train de dire que la gémologie et les pierres sur les lunettes et sur les cadrans, c'est juste pour se la péter. Il n'y a pas de recherche. C'est ce que tu es en train de dire. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'innovation. Ouais. Non, c'est pas vrai. On fera un épisode sur ça aussi. Non, mais clairement, en fait, on en revient à ça. Moi, j'étais en train de faire une transition pour le prochain chapitre, Mathieu. Oui, d'accord, c'est bon. Laisse-moi finir ma transition. J'arrête de broder alors. Parce qu'après, on nous dit que les épisodes sont trop longs. Oui, que les gens ne veulent pas les regarder tout d'un coup. Blabli et blabla. Mais du coup, aviation, automobile, et puis il y a aussi la chronométrie sportive. Bien sûr, parce que... C'est là que je voulais en venir. Ah oui, parce qu'il faut... parce qu'il a un besoin maladif quand même de parler de cette marque. Seiko. Il est drogué. C'est comme la maladie de Gilles de la Tourette, mais avec Seiko. Lui, c'est Gilles de la Seiko. Voilà, vous l'avez celle-là. Et Arnaud, il est atteint du syndrome de Gilles de la Seiko. Seiko. Voilà. Donc maintenant, je vais te laisser un petit peu parler du coup de Seiko et de son rapport. Et même pas que Seiko, parce que à la base, c'était plutôt Omega, un petit peu Heuer aussi, Minerva, etc. Il y a eu plusieurs marques qui ont eu un rôle important dans la chronométrie sportive. Ouais, il y avait des chronos aussi Minerva qui étaient utilisés. Et Omega, on l'avait évoqué, 1932, ils avaient sorti un chrono à rattrapante pour les JO, etc. Donc il n'y a pas que Seiko là-dedans. Mais Seiko, je trouve que c'est une partie intéressante de leur histoire, parce que ça arrive à un tournant de l'histoire de Seiko dans les années 60, un tournant dans l'histoire du Japon aussi, où... Désolé, je vais essayer de faire court. Non, mais il s'ouvre peut-être un peu plus. Le Japon sort de la Seconde Guerre mondiale. Le pays a été rasé. Ouais, détruit. Autant par les Américains, les bombes nucléaires, que par l'empereur qui a été jusqu'au boutiste à faire crever la dalle tout son pays, etc. Et donc le Japon se reconstruit avec l'aide des Américains. Et à un moment, ils veulent montrer au monde qu'ils sont à nouveau sur le devant de la scène. Je vais pas dire qu'ils plient le game parce qu'apparemment on utilise trop cette expression. Oh là là, mais comment on répond à nos haters? Non, c'est pas des haters. Non. Ils en sont pas encore à plier le game en plus. Non, ils sont en train juste de le préformer là. Voilà. Mais ils en sont quand même à un stade où ils se disent voilà, on veut prouver au monde qu'on n'est plus déjà ses collaborateurs, parce que c'était les copains d'Adolphe, on n'est plus ce gouvernement impérialiste qui cherche à envahir le monde, en etc. fait, il cherche c'est pas vraiment se donner une nouvelle image, mais c'est repartir de zéro. Un petit peu, Voilà, c'est un peu la remise à zéro du chrono, quoi. Vous l'avez vu celle-là? Oh là 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 là. Mon cochon, elle est belle celle-là. Je devrais présenter un podcast. Je sais même pas ce que je fous ici. Allez, je m'en vais. Drop de mic, je me casse. Et donc, il décide de participer aux Jeux Olympiques en tant qu'organisateur. Et donc, Tokyo se voit remettre l'organisation des JO de 1964. Et Seiko, qui est dans la même lancée de dire on veut montrer qu'on est des acteurs sur la scène internationale, ils se disent il faut qu'on ait la chronométrie des JO. Sauf qu'ils n'avaient pas de chrono. Alors, les quelques chronos qu'ils avaient, c'était en fait des mouvements Longines ou des mouvements inspirés d'autres marques suisses. Mais qui étaient là quand même bien avant, comme on l'a vu. Ils avaient quasiment zéro savoir-faire sur les chronos, quand vers 1960-1961, le comité international olympique a dit les JO se feront à Tokyo. Sauf que Hattori, le boss de Seiko, il a dit la chronométrie des JO, c'est pour nous. Et le mec qui l'a mis à la tête de ça, il a dit mais nous on sait pas faire les chronos. Et il a dit si on va faire des chronos. Tu te débrouilles. Tu te débrouilles. En fait t'as pas le choix là. Mais le mec il a raconté l'histoire dans un bouquin et vraiment il a dit non on peut pas. Et tous les jours le PDG revenait dans son bureau si tu peux. Et lui disait on va faire des chronos, t'inquiète pas.
Jusqu'à ce qu'ils disent oui, tu sais, le mec il force quoi. Et donc au final ils ont... Harcèlement déjà à cette époque. Non, à l'époque justement ce n'était pas du harcèlement, c'était de la motivation. C'était de la pensée positive. Et donc ils sont partis de zéro, ce qui a été quand même une force pour eux, parce qu'en fait ils se sont dit bon, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se fait. Et comme toujours avec les Japonais, on l'a déjà dit dans l'épisode spécial Japon, ils ont pris ce qui existait et ils l'ont amélioré. Ah, bien sûr, ouais. Donc à l'époque c'était accepté qu'il y avait toujours une marge d'erreur quand on mesurait le temps d'un événement sportif. Ok. Et l'idée généralement reçue, c'est que c'était une erreur humaine du mec qui déclenche et arrête le chrono, en fait. tout Ouais, simplement. Voilà. bah, c'est assez simple, hein, c'est comme dans les bronzés. Quand il commence à descendre la piste de ski, puis que l'autre il arrive en bas, Voilà. il n'a pas chronométré le temps. Exactement, Voilà. c'est ça. Donc, mais ça, c'était accepté à une époque. Vous voyez, vous pouviez être premier à une course sans vraiment avoir pris le départ. Sans être sûr du temps que vous aviez fait. Voilà. Donc ce qu'ils faisaient à l'époque dans les grandes courses comme les JO, etc., si tu regardais par exemple l'épreuve du 100 mètres, à l'arrivée, tu avais une espèce d'estrade avec 5 ou 6 mecs qui étaient alignés en hauteur, les uns sur les autres, avec chacun leur chrono. Et en fait, chacun avait chronométré la course. Non, la course, même en entier. Okay. En fait, chacun chronométrait tous les trucs. Et après, ils faisaient la moyenne des temps. Ah ouais. Parce qu'en fait, ils se disaient, vu qu'il y a une erreur, on va essayer de lisser l'erreur. Alors on va mettre 100 mecs, tout simplement. 100 mecs au bout de la ligne. Ils donnent des chronos à tout le monde dans le stade. Et donc, on avait accepté communément que c'est l'erreur humaine et on essaye de la gommer avec le fait d'avoir plusieurs personnes qui chronométrent. Et Seiko, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, bon, c'est vraiment une démarche d'ingénieur. Est-ce qu'on est sûr que c'est ça ? On va tester et on va voir. Et donc, ils ont acheté des chronos des marques... toutes les marques Omega, un peu suisses, concurrentes, voilà, de l'époque. Et puis, ils ont créé des machines qui déclenchaient et arrêtaient des chronos en même temps. Donc, ils pouvaient te mettre, je sais plus combien, genre 10 chronos dans une machine qui lance, qui arrête. Et en fait, ils se rendaient compte que tu n'avais pas 2 chronos qui te donnaient le même temps. Tu avais toujours un écart. Ok. Quand même, c'était une machine qui lançait et arrêtait le truc. Donc là, on avait mis de côté le paramètre humain. Ah bah, tu l'élimines. En fait, ils se sont rendus compte que juste les chronos n'étaient pas si précis que ça. Donc ils ont creusé, ils ont essayé de comprendre pourquoi. Et en fait, tout à l'heure, j'ai expliqué que quand tu as un compteur, quand il est à l'arrêt, tout le mouvement est arrêté. Et quand tu lances, l'échappement commence à battre. Et en fait, ils se sont rendus compte que selon quand tu arrêtais ton chrono, tu pouvais relancer ton chrono avec le spiral plus ou moins tendu ou détendu. Et donc, les premiers sauts de l'aiguille ne sont pas les mêmes selon si tu pars avec un spiral tendu, un spiral détendu, un spiral entre les deux, etc. Absolument. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont eu l'idée de mettre une came en forme de cœur sur l'axe du balancier. C'est pas eux qui ont inventé ce type de came, mais en fait, cette forme de came permet que d'arrêter précisément. Quand tu as le marteau de remise à zéro qui tape, le spiral revient toujours, enfin le balancier spiral revient toujours dans la même position. Ouais, il est bloqué à la même position et quand ça redémarre, du coup, il part toujours de la même position. toujours à la même position. Et donc, tu élimines une grande part d'erreur avec ça. Bah ouais, tu t'élimines la partie redémarrage en fait. Exactement. Du chrono. Et donc, ce qui se faisait à l'époque pour savoir qui allait chronométrer les épreuves sportives, c'était peut-être un peu moins financier qu'aujourd'hui ces décisions-là, c'est qu'il y avait un mec qui était connu pour être chronométreur sportif, c'était son boulot d'aller chronométrer les épreuves. Certainement un Suisse allemand, ça. Bah, il était très chiant, très pointilleux, donc il y a des chances. Ouais, voilà. Je sais plus son nom, je l'avais mis c'est facile, Suisse allemand ou allemand. Ou allemand tout court. Voilà, ou allemand tout court. Je sais même plus son nom, mais je l'avais mis dans un article que j'avais écrit là-dessus il y a quelques années. Le mec était tellement chiant que dans son passe-temps, c'était d'aller voir des compétitions où il n'était pas chronométreur, de timer depuis les gradins, et si son temps à lui n'était pas le même que le temps officiel, il allait voir les organisateurs, il disait « Eh oh, votre temps, c'est pas le même que moi j'ai chronométré Oui, mais toi, tais-toi, parce qu'en fait, on veut faire gagner lui. Allez, dehors. Et donc lui, il faisait partie du comité qui était chargé d'attribuer le chronométrage des épreuves à telle ou telle marque. Et le truc qu'il avait, c'est que quand une marque venait présenter ses produits, il prenait 2 chronos dans chaque main, il les lançait en même temps, et puis il les arrêtait au bout d'1 minute, il regardait l'écart, puis après il le relançait et il les arrêtait au bout d'un quart d'heure, il regardait l'écart, et puis après à la fin de la présentation, il réarrêtait les chronos et il regardait. Comme ça, il avait mesuré des temps courts, moyens et longs, et il regardait quel était à peu près l'écart entre les 2 chronos. Quoi.
vu que c'était accepté qu'il y ait de toute façon de l'erreur. Parce que Ouais, c'est en fait, comme ça. lui, c'était celui qui jugeait Voilà. finalement de. Il regardait lesquels étaient les voilà. plus précis quand même. Ok. Il regardait la tolérance et après Voilà. il disait ouais bon ça c'est acceptable et ça ça l'est pas. Exactement. Et quand Seiko est venu faire sa présentation et amener sa montre, ses chronos, pour la première fois, il y avait 0 écart tout le long de ce qu'il avait testé. Et le mec a déclaré après que... C'est de la sorcellerie. Exactement. C'est marabouté. Voilà, Qu'est-ce qu'ils ont fait les Japonais? Il s'est dit, j'ai jamais vu des chronos comme ça. Des chronos aussi précis où il n'y a jamais d'écart entre les deux. Bah forcément, il n'y avait pas la même technologie. Bien sûr, ouais. On a une époque, on est qu'on vient de raconter 60, là. Donc, Et il a dit, si on donne la chronométrie des JO à Seiko, c'est pas juste parce que c'est à Tokyo, c'est parce qu'ils ont fait des meilleurs produits. Et en plus de juste des chronos, des compteurs à main, ils avaient des écrans géants, ils avaient plein d'autres technologies qu'ils avaient incrémentées pour ça. Cool. Donc au final, on voit que la chronométrie sportive aussi a eu un impact dans le développement des chronos. Ah bah bien sûr. Et ces technologies-là et tout ce que ça a impliqué, c'est répercuté après chez chaque marque. Alors là, je raconte ça pour Seiko, il y aurait plein d'histoires similaires, je pense, dans les autres marques, où au final, grâce à ça, Seiko a eu la chronométrie des JO de 64, ce qui leur a donné un élan sur plein d'autres choses, et ça, on en parlera dans un épisode spécial sur forcément, sur Seiko. Ça te donne une... On a une époque où ces genres d'événements sont pas forcément rares, parce que... Mais c'est l'événement planétaire. C'est the événement, quoi. Ah c'est la vitrine c'est comme absolue. La Coupe du Monde, c'est comme le Super Bowl, quoi. C'est vraiment ce niveau-là. À l'époque, c'était la vitrine absolue. Exactement. Tu montrais tout ton savoir-faire. Au monde entier, en fait. Parce que là, c'était les événements où tu impactes le monde. Complètement. Et donc ça a permis un développement spécifique à Seiko, ça les a lancés sur une autre lancée, etc. Et vraiment, la chronométrie sportive, mais aussi la chronométrie dans l'aviation, dans le sport auto, etc. Ça a pu être des vrais moteurs de recherche technologique, de recherche et développement pour plein de marques. Et ça a donné naissance à des icônes, on l'a dit, bien sûr, mais ça a donné naissance aussi à plein d'autres choses que les marques ont pu intégrer ensuite dans leur savoir-faire, on en a la preuve, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit un Navitimer, une Autovia, une Carrera ou une Seiko, je vais prendre l'exemple d'une POG, ça reste des montres qui, tu les mets aujourd'hui dans une vitrine, c'est grosso modo ce qu'il y a actuellement, quoi. Il n'y a pas d'évolution majeure. Ça, on en reparlera. On en reparlera un petit peu après, bien sûr, mais sur tout ça, sur comment on y va. Mais tu vois, ils ont posé des bases tellement solides et saines qu'aujourd'hui, on n'est pas allé à des extrêmes opposés par rapport à tout ça, quoi. Aujourd'hui, on réinvente pas ce qui marche, quoi. Ouais, presque pas. Ouais, presque pas, parce qu'on va le voir. Et puis, forcément, en tant que grand fan de Seiko, le sujet épineux. Question. Tu as demandé qui avait inventé le premier chrono. Ouais, mais moi j'ai une autre question du coup. Qui a inventé le premier chronographe à remontage automatique? Exactement. Alors, pendant très longtemps, c'était Zenith. La réponse qu'on entendait le plus souvent, parce qu'ils l'ont appelé El Primero, donc ça veut dire le premier. Forcément, donc, voilà. Quand tu dis que t'es le premier, c'est que les gens se sont dit, peut-être. Il y a intérêt qu'il soit premier. Voilà, c'est comme quand tu dis qu'une montre est étanche à 30 mètres, ça veut dire qu'elle est vraiment étanche à 30 mètres, non? Non. Ah, merde. Pas du tout, Arnaud, ça c'est les bisounours. Et c'est pareil pour Zenith, c'est les bisounours aussi. Exactement. Alors ça, c'est cette question de qui a lancé le premier chrono automatique. Ça dépend beaucoup de qu'est-ce qu'on entend par lancer. Cette question. Exactement. Il y en a qui vont dire qui est le premier à l'avoir annoncé, qui est le premier à l'avoir commercialisé, qui est le premier à avoir ceci, cela. Et au final, chacun est le premier de son truc avec ses petites nuances, ses petits machins. Mais en gros, si on retrace un petit peu l'histoire, il y a 3 grands acteurs dans cette course. Donc Zenith, on l'a dit. Ouais. Qui, pour l'info, avant ça, il y avait... Ça, c'est un petit truc que j'ai lu sur Femme, donc je vous invite aussi à aller voir un petit peu de temps en temps les excellents posts de Feu Zen, où il dit que finalement, un petit peu avant Zenith, avant le El Primero, chez Zenith, c'était beaucoup de l'emboîtage. Donc, comme beaucoup de marques le mais comme beaucoup de marques le faisaient à l'époque. Voilà, c'est pas péjoratif ou autre. Ils n'avaient pas forcément leur propre calibre. Donc c'est pour ça que je pense que le El Primero, peut-être que c'est pas non plus que le premier, c'est aussi peut-être le premier
C'est leur premier à eux, quoi. Ouais, peut-être. Non, mais peut-être un peu. Ou peut-être pas. Peut-être qu'ils avaient d'autres choses. Mais voilà, disons que c'est peut-être aussi une avancée pour eux à l'époque. Bien sûr. Après, c'était la course, ils se tiraient la bourre et le but, c'était d'être le premier. Bah oui, bien. Donc ensuite, on a un consortium de plusieurs marques où, en gros, si on récapitule, les plus gros acteurs, c'était Hamilton, Heuer et Breitling. Ouais. Il y avait aussi Buren, qui n'existe plus comme marque, mais qui a joué un rôle important là-dedans. Absolument. Ouais. Donc eux, ils étaient ensemble, deuxième acteur. Et puis le troisième acteur, c'est Seiko. Donc ce qui s'est passé globalement, c'est que les premiers à avoir dit qu'ils avaient un chrono automatique, c'est Zenith en effet. Si je dis pas de conneries, en janvier 69. Donc c'est juste une annonce qu'ils en avaient un ou il y a eu des... Ils ont fait un monstre événement à Genève, à New York et je sais plus où, en disant c'est nous les boss, on a plié le game. Ok. C'est nous juste qui avons... ça. Et ils avaient des protos qui marchaient presque. Ok. Voilà. Ok. Ils ont dit El Primero, c'est nous. Ok. Voilà. Bon. À ce moment-là, Jack Heuer, donc descendant du fondateur de Heuer et boss de Heuer à ce moment-là, s'énerve. Il a un peu les boules parce que eux, ils sont déjà en train de lancer la fabrication pour la commercialisation. Ils n'ont pas juste 3 protos. Voilà, en fait, ils n'ont pas fait de com. Ouais, ils n'ont pas fait de com, ils n'en ont pas parlé, mais ils ont quasiment une centaine de montres qui sont prêtes à être présentées pour la foire de Bâle. Voilà, qui marchent et qui sont prêtes à être vendues. Voilà. Quasiment, ouais. Ouais. Et puis, Breitling, donc, avec le même groupe que Heuer, etc., eux aussi, ils sont dans la phase d'industrialisation. Ils ont déjà des boîtiers qui sont prêts et ils sont en train de lancer la machine, quoi. Eux aussi, ils sont sur une échelle industrielle. En fait, techniquement, ils étaient prêts pour Bâle. Voilà, eux, ils s'étaient dit, on lance ça à Bâle. Et puis Zenith, ils se sont dit, bah nous, on va dans vous niquer juste avant. Voilà. Hop. Exactement, on vous met la carotte parce que El Secondo, ça sonne quand même vachement moins bien. Non, par contre, c'est assez fort à cette époque d'avoir déjà cette vision un peu marketing déjà vachement établie pour le coup. Complètement. C'est ouf. Donc là, Hamilton, je sais pas exactement où ils en étaient, mais ça devait être grosso modo pareil, vu que sur la fabrication du calibre en lui-même, ils étaient avec Heuer et Breitling. Donc c'est le calibre 11, je l'ai pas nommé, mais c'est le fameux calibre 11. Et donc Buren, dans tout ça, ils ont surtout joué un rôle dans l'intégration au système de remontage automatique. Parce qu'en fait, le boss de Buren à ce moment-là, c'est lui qui a inventé le micro-rotor. Et une de ses spécialités, c'est les remontages automatiques extra fins. Et du coup, voilà le rôle qu'a joué Buren là-dedans. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que le calibre 11, c'est un calibre à remontage automatique, mais à micro-rotor. Exactement, tu as tout à fait raison, Mathieu. C'est pour ça que la communication autour du calibre 11, c'était nous, on est les premiers à avoir fait un chrono automatique à micro-rotor. Vu que Zenith, avec le El Primero, c'était une haute fréquence, eux, ils ont dit nous, on est le premier à avoir le chrono automatique à haute fréquence. Donc voilà, chacun avait un petit peu ses spécialités. Et puis, donc, arrive la foire de Bâle, Heuer présente ses modèles, etc. Et puis, sur le stand de Heuer, il y a Jack Heuer qui est en train de parler avec tout le monde, etc. Et là, il y a Hattori, le boss de Seiko, le fils ou petit-fils du fondateur, je sais plus. Qui arrive, comme un cheveu sur la soupe. Et qui dit, félicitations, vous avez lancé le premier chrono automatique au monde. Bravo, il lui serre la main, il le félicite, et puis il continue, quoi. Et en fait, les Japonais, dans leur humilité, ou alors peut-être juste dans, comme on dit en anglais, ça a été lost in translation, c'est peut-être un problème de traduction, ils ne sont peut-être pas compris. Mais en fait, Seiko était en train de bosser en même temps sur leur calibre 61-39. Et en gros, les prototypes ont été validés vers août-septembre 68. Octobre 68, ils fabriquent les boîtes, etc. Et les premières montres finies, elles sont datées de janvier 69. C'est-à-dire qu'avec les numéros de série de Seiko, on peut tout de suite dater quand la montre a été terminée. Elle a été faite, Et il y a un auteur japonais qui a écrit un bouquin sur les chronos Seiko. Et en collaborant avec Seiko, il a eu accès à leurs archives. Et il a retrouvé dans les archives la preuve que les chronos Seiko automatiques ont été envoyés depuis chez Seiko jusqu'à tous les détaillants du monde entier au mois de mai 69. Ok. Et en fait,
eux pensaient qu'ils n'étaient pas les premiers, parce qu'il y en a un qui fait une annonce en janvier, l'autre à Bâle, il a son truc, Ouais, etc. Bâle, c'est quoi? C'est février-mars? C'était en mars à l'époque, si je dis pas de bêtises. Ouais. Sauf qu'en fait, les Japonais. Sauf qu'en fait, la commercialisation, c'est Seiko qui l'a faite en premier. Voilà. Parce que si on regarde les dates de commercialisation des différentes marques qu'on a citées, Zenith, il y a toujours Zen, l'ancien créateur de format montre, avait fait un article où il avait trouvé un article de journal de la Tribune de Genève, il me semble, qui explique que l'astronaute William Schirra était à Genève en août 69 et que c'est lui qui a acheté le premier El Primero disponible en boutique. Donc Zenith, ça serait vers le mois d'août. Heuer, on a des preuves maintenant avec des montres qui ont été vendues aux enchères, authentifiées par des spécialistes indépendants, etc., avec papier, facture d'achat, etc. C'est, si je dis pas de conneries, juin ou juillet. Je crois que c'est juillet un peu 69. Avant, donc ça serait El Segundo. Voilà, mais Seiko, on a dit c'est mois de mai, la commercialisation. Donc en fait, tu es en train de nous dire que il El a dit Tercero. Voilà, c'est El Tercero et que quand il est venu discuter à Bâle, en fait, il lui a glissé dans l'oreille Chabit, j'ai plié le game. C'est ça que tu es en train de nous dire? Je sais pas s'il était au courant ou il lui a dit en japonais, il lui a dit Chabit, je t'ai plié le game. Mais en tout cas, ouais, pour ce qui est de la commercialisation, c'est Seiko en premier. Cool. Commercialisation internationale aussi, parce que j'avais vu des articles où ils disent oui, mais alors Seiko, ils les ont vendus qu'au Japon, donc du coup, ça compte pas. Nanana. Non, c'est international. Il y a des donc bons d'expédition. Forcément, la prod et le développement, ils ont une année d'avance, quoi. Ah oui. Il n'y a pas le choix. Ils étaient, alors, de ce que j'ai compris, parce que j'avais pu discuter avec un peu les références chez Breitling et chez Heuer par rapport à ça, ce que me disait Fred Mandelbaum, le spécialiste Breitling, c'est que sur l'industrialisation, la fabrication des boîtes, etc., on est à peu près sur le même timing que Seiko, quand même. La disponibilité en boutique a été un tout petit peu plus tard, a priori. Mais pour Breitling, ils n'ont pas trouvé de date. En tout cas, à l'époque, je crois qu'on en a discuté il y a 2 ans, quelque chose comme ça, je pourrais retrouver les mails. Ils n'avaient pas de date. C'était juin-juillet aussi. A priori, plutôt juillet. Et en fait, si tu regardes en termes de pub, on retrouve des pubs pour Zenith, pour Heuer, etc. dès l'été 69. Breitling, les premières pubs, c'est plus septembre-octobre 69, comme ça. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de commercialisation, c'est Seiko en premier, Heuer en deuxième, Zenith en troisième. A priori, Breitling en quatrième. Tout ça dans un espace de 4 mois. 4, 5, 6 mois, quoi. C'est minime, quoi. Voilà. Donc, selon comment on regarde le truc, si ce qui compte c'est la disponibilité pour le grand public, c'est Seiko en premier. Si ce qui compte c'est l'annonce, le marketing, etc., c'est Zenith en premier. Et puis Heuer qui est un petit peu, un peu entre au milieu, les deux, en quoi. fait. Voilà. Donc maintenant, les preuves sont quand même assez formelles. Je crois qu'il n'y a plus trop de discussions sur le sujet. Et le seul truc que je trouve dommage, c'est que Seiko, dans encore une fois son humilité très japonaise, n'a pas voulu divulguer les archives. Parce qu'il voulait être sûr et certain que ce soit vraiment eux les premiers. Parce que s'ils balancent une info comme ça, et que derrière, tu as une marque qui arrive qui dit « Haha, je t'ai niqué parce que regarde, tac », c'est la honte. Et là, il faut que le PDG il s'ouvre le ventre, quoi. Tu vois, c'est Harakiri, là. Direct. Terminé. Donc, malheureusement, ils n'ont pas voulu diffuser ces archives. Et je trouve ça un peu dommage. Ne serait-ce que pour l'histoire, en fait. Pas en forcément pour réclamer quelque chose. Parce que finalement, le El Primero, on le connaît, ils l'appelleront jamais El Tercero. Non. Mais du coup, au moins, on aurait historiquement de quoi nous documenter. Je trouve que c'est cool. D'ailleurs, c'est exactement pour ça que j'avais pu contacter Jeff Stein, qui est un spécialiste de Heuer, qui avait le site onthedash.com, et Fred Mandelbaum. C'est que j'essayais d'avoir des preuves formelles de tout ça. Parce qu'en gros, l'auteur japonais, quand il a travaillé sur le bouquin, il était en contact direct avec Seiko, vu qu'il avait accès aux archives, etc. D'ailleurs, je crois que c'est sûrement une des premières fois qu'ils ouvrent leurs archives à quelqu'un d'extérieur. Et ils lui ont dit, nous, on veut bien communiquer là-dessus. Si on a des preuves formelles, intangibles et indiscutables, qu'on est les premiers. Si vous n'arrivez pas à nous sortir un truc vraiment hyper carré, on communiquera pas là-dessus. Et j'ai essayé de trouver ces preuves-là. Mais tu vois, quand tu te bases sur un article de journal, si tu te bases sur un mec qui a acheté une montre à telle date et on suppose que c'est le premier parce qu'on n'en a pas encore trouvé un qui l'a acheté avant lui, c'est pas des preuves suffisamment intangibles. Non, c'est pas des archives d'entreprise qui te disent... Exactement. Je pense qu'on aurait sorti une archive d'entreprise qui dit
bon de livraison du premier lot de El Primero, du premier lot de calibre 11. Là, c'est bon, là. Là, ils auraient accepté. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça, on verra jamais ça, parce que les autres marques vont pas forcément balancer des choses comme ça au grand public. C'est des choses qui gardent en interne et c'est normal. Surtout pour des ennemis. Ouais, et puis surtout que ça va intéresser 3 neuneux comme nous. Ouais, voilà. Quoi. Enfin... Mais bon, on tenait à vous en parler parce que pour nous, ça. C'est quoi. Non, puis c'est. Au-delà de ça, c'est quand même c'est un tournant, quoi. Tu sens qu'il y a eu vraiment une course à l'armement pour moi. Ouais. Non, et puis en tant que seikophile, je vais remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire au Japon. Voilà. Vous avez Seiko Taku. Ouais. Désolé, voilà. Je me soigne. J'achète des Rolex, j'achète des Omega, j'essaye de passer à autre chose. J'essaye de mettre des patchs sur la jambe de bois, mais ça marche pas. Putain. Je me mets des pubs Panerai sur les bras. Arrête. Ça me donne que de l'urticaire, c'est tout. Non putain, on avait dit qu'on devait se calmer avec ça. Moi, on m'a dit, un copain qui adore Panerai m'a dit, ouais, ça devient un peu un gimmick, c'est rigolo, alors on se lâche. Allez, vendu. Non, mais ouais, on est, encore une fois, on aime bien Panerai. On a envie d'aimer Panerai et on aime bien aussi avoir un peu un bouc émissaire pour la blague. On va pas se mentir, c'est pour la blague. Ouais. Bon, maintenant qu'on a parlé un petit peu d'histoire, la question que j'aime bien poser à chaque fois qu'on fait un peu d'histoire, c'est ok, tout ça c'est bien mignon, mais maintenant qu'est-ce qui reste de tout ça ? Parce qu'on a cité plein de noms mythiques. On a des cité marques, Longines, Omega, Taguyer, Minerva, Buren, machin. Dans tous les noms mythiques qu'est-ce qui nous reste ? Moinet, Moinet il est mort, pour le coup. Adolphe, tonton Adolphe. Ah non, c'est un autre Adolphe, c'est Adolphe Nicole. Adolphe Nicole. Voilà, ouais. Qu'est-ce qui reste de ce personnage Ryosek, qu'est-ce qui en reste aussi, pour le coup Alors, si on reprend les vieux noms, bon, moi, Adolphe Nicole, je connaissais pas. Ouais, moi non plus. Nicolas Ryosek, il y a eu une collection chez Montblanc il y a quelques années. Il y a toujours une collection. Elle existe, il n'avait pas arrêté ? Non, je croyais, ok. Ils font des chronos que je trouvais assez sympas parce que esthétiquement c'était assez différent. Ouais, ça me faisait. Ça ressemblait un peu à ce qu'avait fait à un certain moment Nicolas Ryosek avec ses disques qui tournent. Au lieu d'avoir des aiguilles qui tournent et qui s'arrêtent, il y avait des disques qui tournaient, etc. Il y avait un truc esthétiquement. Ça a l'air de toujours exister. Ok, my bad. Je vais quand même aller voir sur le site. Vas-y, cherche pendant mais oui, a priori. Louis Moinet, la marque existe. Ouais, ça a été repris par un mec qui s'appelle Jean-Marie Chaler ou Scheller, je sais pas comment. Chalet de bleu. Ça va dans Chalet. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à cette marque qui fait des trucs sympas, dont des chronos. Le PDG de la marque, donc Monsieur Chaler, il a écrit un bouquin l'an dernier, enfin il est sorti je crois l'an dernier, qui est une sorte d'énigme qui se plonge un peu dans cette période et dans les trucs un peu mystérieux, etc. Et en gros c'est une vraie énigme que tu peux essayer de résoudre. Et il t'offre une Louis Moinet. Ouais. C'est vrai ? C'est ça. Tu l'as acheté le bouquin ? Ouais, je l'ai pas commencé. Ah putain, bravo. Mais j'ai acheté le bouquin. Mais t'as vu, il a acheté le ticket d'or pour avoir une Louis Moinet. Il a toujours pas commencé. Bah, dis donc, super. Faudrait que je me mette à lire. Mais en gros, t'as une vraie énigme. Et si t'arrives vraiment à la résoudre, mais je crois que c'est un truc où il faut genre aller chercher des indices dans Genève ou je sais pas, il y a un truc. Ça a une carte au trésor un peu. Ah ouais, putain, j'en ai pas entendu. En fait, j'ai vu un article là-dessus, mais c'est sur notre groupe WhatsApp. En plus, c'est un copain qui a partagé ça. Faut que tu lises les messages des copains quand même des fois, Mathieu. Il a partagé le truc. J'ai vu ça, je me suis trop bien. Alors moi, j'ai dû voir Louis Moinet. Je dis qu'est-ce que c'est que cette merde. Adieu. Les curés, ça m'intéresse pas. Là, les moineaux, je sais pas quoi. Là. Ouais, Louis Moineau, c'est ce que j'allais te dire. Et en fait, non, si tu résous vraiment le truc, tu gagnes un chrono Louis Moinet de leur collection actuelle, quoi. Ah ouais. C'est excellent. Je trouve le concept vraiment, vraiment cool, quoi. Donc après, donc Louis Moinet, ok. Ryosek, ok. Adolphe Nicole, voilà. Y a plein de noms qui sont passés aux oubliettes. Ensuite, tu as cité Longines en 1878. Bon, je crois que la marque existe toujours, hein, il me semble. Oui. Non, mais en fait, grosso modo, de toutes les marques qu'on a citées, il y a qui ? Il y a Buren qui est passé à l'as. Ouais, Minerva qui a été racheté. Minerva par Montblanc. Mais en fait, je suis même pas sûr que Minerva existait encore. Je pense que Montblanc a racheté juste les droits, la marque, les et puis le stock, éventuellement des stocks qui traînaient. Après, la question, c'est aussi toutes ces marques. Bon, il y a celles qui existent et qui n'existent plus, mais pour celles qui existent, qu'est-ce qu'ils ont fait de cet héritage ? Longines, aujourd'hui, tu me dis Longines, je pense pas forcément chrono, honnêtement. Non. Parce qu'ils ont beau avoir la légitimité historique,
Ils ont beau avoir des chronos, c'est pas le truc qui me vient le plus quand on parle de Longines. Ils n'en ont pas tant que ça non plus. Ouais. Par contre, tu me dis Tag Heuer, je pense chrono quand même. Ouais, tu me dis Tag Heuer, tu me dis Breitling, tu me dis Omega. Ouais. Rolex, c'est différent. Ouais, ils sont venus beaucoup plus tard. Mais voilà, dans les marques un petit peu dont on a parlé, très clairement, Après, ce qui est dommage, c'est que, on évoquait un peu ça dans l'épisode dernier sur les icônes horlogères, c'est qu'est-ce que ces marques font de ça, quoi. Quand tu vois Tag Heuer, il n'y a qu'à regarder leur actu de cette semaine. Ils font ils s'éloignent un peu solaires à 3000 balles, ils font des trucs comme ça, mais c'est même si on attribue le chrono à Tag Heuer et même si les deux sont liés, aujourd'hui c'est pas des précurseurs dans le domaine du chrono pour autant. Non, plus comme avant en tout cas, plus comme avant. Et tu vois, alors là pour le coup, je regardais parce que petit offre très très rapide, ils ont sorti énormément de montres connectées en fait. Coup-ci. Ah oui, mais tu vois, c'est leur cheval de bataille depuis qu'il y a le fils Arnaud. Et en fait, ils partent clairement sur cette voie-là. Alors, ils ont toujours été un petit peu à la pointe, un peu électronique, on va dire. Alors, est-ce qu'ils restent dans cette idée-là ? Là où, en fait, ils étaient clairement novateurs sur le chrono. Et... C'est ce dont on discutait ce matin dans la bagnole. J'ai écouté une interview de Jean-Christophe Babin il n'y a pas longtemps, qui est donc CEO de Bulgari maintenant, mais qui était avant chez Tag. Et il disait que quand il était chez Tag, pour lui, l'ADN de la marque, c'était de mettre en avant la chronométrie, mais la chronométrie des temps courts. Et c'est pour ça qu'ils ont fait un chrono au millième de seconde, c'est pour ça qu'ils ont fait des trucs hyper pointus, hyper technologiques, mais en gardant ce lien fort avec la chronométrie. Ouais, bien sûr. Mais là... quand tu vois que pendant longtemps, c'était des pauvres Célita dans la Monaco, tu dis ça fait chier, quoi. Ou même tu vois, qu'ils avaient repris des mouvements Seiko, quoi, tu dis... Ouais, c'est clair que... Mais bon, je te fais la même remarque pour Breitling. Jusqu'à la sortie du B01, on avait du 77-50. Alors, une nouvelle fois... Attends, je me permets juste un petit truc avant qu'on continue sur Breitling. Non, pas de souci. T'as évoqué un truc que peut-être des gens ne savaient pas. C'est le lien entre Tag Heuer et Seiko pour les chronos. T'as dit Tag utilisait des mouvements Seiko. Ce qui est vrai. Des mouvements retravaillés quand même. Oui, mais une grosse base, ils ont acheté les droits d'utilisation, ils ont un peu modifié le truc. Mais ça me choque pas, c'est comme si Renault demandait à Suzuki de leur faire un moteur. Oui, après le seul truc, c'est que eux ont dit c'est notre mouvement manufacturé. Exact, c'est là où ça a pêché en termes de... Alors après, pour la petite anecdote, il y a Guy Sémon qui était directeur technique je crois, de tout LVMH déjà à ce moment-là. Ok, à cette époque-là. Je crois bien que déjà à cette époque, c'était ça. À un moment, il est venu sur Femme, il répondait aux questions, etc. Il y avait tout un topic où on pouvait lui poser des questions, il répondait. Et on en est venu, vu que j'ai ma maladie au Seiko. J'en suis venu à parler de Seiko, à évoquer, et sans que je pose une question par rapport à ça, il disait qu'il était dans l'équipe de R&D de R&D quand ils ont racheté les droits d'utilisation du calibre Seiko. Et il disait j'ai jamais travaillé avec des gens aussi sérieux, consciencieux et pointus d'un point de vue technique que les ingénieurs de chez Seiko. J'avais trouvé ça cool que le mec il te balance ça. Quand tu vois, pour ceux qui connaissent pas Guy Sémon, allez regarder qui c'est, allez regarder son pédigré, ça fait pas rigoler. Bien sûr. C'est pointure. Ah ouais, c'est une pointure de chez pointure ce mec. Et déjà qu'il parle comme ça des horlogers japonais, ça fait plaisir. Mais ça montre aussi qu'il y a quand même eu un travail de R&D pour adapter le calibre. Ils n'ont pas pris un calibre Seiko comme certains l'ont dit, en mettant un nom Tag Heuer à la place de Seiko, et bim, on le balance comme ça. Il y a quand même eu un travail d'adaptation. Forcément, déjà dans les boîtiers et autres. Rien que pour ça. Mais après, vraiment, même le mouvement lui-même a été travaillé quand même par Tag. Donc c'est un scandale plus d'un point de vue de la communication et du marketing qu'il y a eu autour. Ouais, puis nous fameurs qui faisons des montagnes et puis c'est un truc, c'est des passionnés qui ont c'est quoi l'expression, qui ont le loup blanc, enfin bref, qui ont levé le levé le loup là. Un truc comme ça, désolé, je parle pas bien la France. C'est des passionnés qui ont dit attendez, mais là je vois une photo de la montre là où on voit le chrono, on voit le mouvement. Et puis, je connais un peu des mouvements. Et puis, si je mets un mouvement Seiko à côté, il y a quand même des ressemblances un peu fortes. Et puis, les mecs, ils ont creusé, etc. Et c'est sur des forums que les mecs ont démasqué la supercherie, quoi. C'est pas français non plus comme expression, c'est pas grave. Donc, c'est quand même un scandale dans ce sens-là. Ouais, bien sûr. Mais derrière, si Tag avait été transparent, ils auraient dit
ok, on a racheté les droits pour utiliser ce calibre, on l'a retravaillé, on l'a adapté, on a fait ça, et c'est notre nouveau calibre chrono. Bien sûr, ouais. Point barre, C'était ça faisait fini. pas d'histoire, Ils c'était avaient fini plié et le tout le monde gag. était content. Non, mais ouais, non, mais c'est clair. Mais non, t'as bien fait de En tout de cas, repartir là-dessus. voilà, je voulais juste éclaircir les choses Ouais, par rapport non, à t'as cette bien fait, anecdote t'as bien fait. que tu as citée. Tu as parlé de Breitling et du 77-50. Alors Mhm. ça, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce calibre, mais c'était Bah, l'équivalent c'est du ETA 28-24. C'était c'est le le calibre mouvement. que tu trouves dans plein de chronos. Mais après, tu vois, bon, on peut pester sur le fait que, vu le passé de Breitling, tu te serais attendu à ce qu'ils aient leur chrono maison et tout. Mhm. Mais une nouvelle fois, bon, Breitling a passé plusieurs phases, rachat, vente, etc. Donc forcément, bah, tu as des économies à faire. Mhm. Et en fait, tu te rends compte aussi que la montre, c'était un outil aussi, toujours à l'époque. Ah, bien sûr. Et que de mettre un 77-50, qui est probablement un des meilleurs mouvements en termes Un de des plus rapport robustes, qualité-prix, ouais, robustesse, etc., bien sûr. ça a du sens en fait. Ouais, bien sûr. Tu vois. Ça aussi, c'est un épisode qu'il faudrait faire, qu'on va rajouter à la liste des Mhm. projets qu'on a. Ce fameux argument du mouvement manufacture. Oui, et quand et pourquoi en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois. Voilà. On va pas rentrer Et sur ce débat-là maintenant, mais il y a exact. des arguments pour dire, bah ouais, nous, on a décidé que dans Mhm. notre montre-outil de bord, on a décidé de foutre un 77-50. Parce qu'on sait que ça marche. Parce que voilà, Voilà. n'importe qui peut le réparer. Ouais, c'est comme fiable, quand c'est tu fais le machin. Paris-Dakar en Lada. Voilà. Tu sais que ça marche. Toi, tu regardes Villebrequin. Voilà. Petit coup de pub. Hein, on Ouais, vous ils donne ont de besoin- on ils vous ont- donne de la force. Ils ont Allez. besoin qu'on leur fasse un peu Voilà. de pub. C'est Non, clair. mais clairement, tu vois, c'est pour ça que ça me choque pas non plus. Ouais. Mais Donc au final, quelle marque on a cité dont on n'a pas parlé maintenant dans ce que font maintenant ces marques? Bon, bah Seiko, enfin désolé, je reviens à Seiko. Aujourd'hui, c'est pas quand on parle de Seiko, on pense pas chrono quoi. Ou Non. on pense chrono vintage, on pense à la POG, on pense à des trucs comme ça, mais Exact. de nos jours, ils font peu de chrono et leurs chrono. Seiko, c'est plutôt la plongée, les montres robustes. Ouais, maintenant on voit les plus montres ces d'aventuriers, choses-là. quoi. Ouais. Et Moi, je puis vois plus ils ça. ont essayé de faire des chronos, mais ça marche pas toujours très bien parce que ne serait-ce que le fait que ça coûte cher et qu'en Occident, on n'associe pas cette gamme de prix là avec Seiko. Une nouvelle fois, comme donc, on avait parlé dans le ouais, truc ouais. du Japon. Hein, bien sûr. Malheureusement, c'est comme ça. Après, il y a Grand Seiko. Ouais, Ça, c'est autre mais chose. ça, on va en parler un petit voilà. peu juste après. Mais quelle autre marque on pourrait citer? Ben, Omega, ils se sont bien rattrapés. Bah là, ils ont mis leur système coaxial dans le mouvement de la speed. Ouais, tout à fait. Donc, il y a une... Il était temps. Voilà, il était temps, surtout au prix dont Voilà. on les vend. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, ce serait quand même bien que pour le prix, ça soit toujours des 321, mais ça, c'est une autre chose. On peut parler de sujets qui fâchent, hein, tu sais, on le fait pas qu'avec Panerai. On peut Ouais, bien sûr. Non, mais voilà, hein, ouais. ça, c'est moi, c'est un de mes regrets, je trouve. C'est dommage. Mais... Ouais, après, le calibre 321, c'est un vieux calibre qui date justement des années 60. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir leur dernière version ouais, mais justement, tu pourrais refaire un 321, une base de 321 remis au goût du jour. Ouais. Je suis pas assez pointu sur les détails techniques de leurs différents chronos. Donc c'est pour ça qu'on s'y aventurera pas. Mais après, l'argument de dire on n'a qu'un seul horloger, encore une fois, enfin on l'a déjà dit dans un autre épisode, mais bullshit. Ouais, faut pas prendre les gens pour des pigeons. Quoi. À une époque, toutes les speeds avaient ce calibre-là. Pourquoi d'un coup ça deviendrait un calibre d'exception? C'est un choix stratégique. Ouais, bien sûr, voilà, bien sûr. tout simplement. Après, on a Zenith qui fait toujours son El Primero et qui le décline maintenant avec la gamme Défi. Ouais, et puis qu'il a enfin amélioré parce que jusqu'à dernièrement, c'était quasiment toujours le même toujours truc le en même. 69. Quoi. Bien sûr. Ça, il y a quelques années, j'aurais dit, ils se foutent un peu de la gueule du monde. Ouais, bon, donc après, là, ils ont vraiment. Une nouvelle fois, c'est aussi comme le 77-50. C'est un super mouvement, faut le dire aussi. C'est un super mouvement, mais il n'était pas aussi moderne que tous les autres chronos de nos jours. Quoi. Donc, c'est bien qu'il ait amélioré, c'est bien qu'ils aient fait le défi 21, qui est donc un chrono centième de seconde, etc. Comment dire, il y a une sorte de légitimité de se dire, on a eu un bon passé, allez, on revient un peu devant. Ouais, donc, complètement. Donc ça, c'est cool. Après, bah voilà, dans les marques globales, dans l'évolution globale des marques qui étaient vraiment associées à l'histoire et au développement du chrono, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Ouais. Et puis maintenant, les chronos du 21e siècle, on pourrait citer plein de chronos, parce qu'il y a plein de chronos très très sympas. Maintenant, moi, la question, c'est qui fait les choses différemment? Parce que c'est ça qui est intéressant. Si c'est pour faire comme tout le monde, bon, bah voilà. Qui a une approche un peu différente. Voilà. Il y en a pas des masses et des masses. C'est pour ça que tout à l'heure on disait qu'on allait parler de Grand Seiko et du Spring Drive. Et bon, à la base c'était un calibre Seiko, ce chrono Spring Drive, mais maintenant on le trouve plus que chez GS, en tout cas le chrono.
pour moi, en tant que seikophile, c'est sûrement selon... Bon, je mets plein de bémols, non, mais tu donnes ton avis. Selon mes critères d'un chrono de la vie de tous les jours, c'est sûrement le meilleur chrono qui existe, le meilleur mouvement de chronographe en tout cas qui existe, parce que avec le Spring Drive, on a une aiguille qui glisse parfaitement. C'est pas des sauts de seconde en seconde à cause de l'échappement. Et du coup, entre le système d'embrayage, le système de bouton poussoir, etc., de ce mouvement Spring Drive, quand tu arrêtes et quand tu lances le chrono, l'aiguille va pas aller au marqueur le plus proche selon comment les roues s'engrainent dans le mouvement, etc. Elle se bloque pile. Elle s'arrête pile là où elle doit s'arrêter. Disons que c'est ce qui se rapprocherait plus d'un chrono digital, quoi. Ouais, on pourrait dire ça comme ça, ouais. Grosso modo, vraiment, ça s'arrête quand t'appuies. T'appuies, c'est fait. Voilà. T'as pas une dent qui vient T'as pas un saut à plus ou moins une dent. Donc en termes de précision, voilà. Après, on a quelque chose de très très proche. Dans l'idée d'arrêter l'aiguille là où elle est et pas de la faire aller au marqueur le plus proche ou à la dent la plus proche au niveau du rouage, on a le fabuleux Agengraph de Agenor. Donc Agenor, c'est des motoristes, on va dire ça comme ça. C'est une boîte qui fait c'est Atelier Genevois d'horlogerie. Voilà. Agenor, c'est ça que ça veut dire. C'est eux qui font les complications poétiques qu'on retrouve chez Hermès, chez Van Cleef, chez plein d'autres. C'est des monstres. Alors, petit aparté sur eux, moi ce que j'adore, c'est ce côté poétique, ce côté de se dire, on a un peu comme ce que tu disais sur les chronos qui sont des outils, on a une idée et on va développer un mouvement qui va répondre à cette idée. Ils font des trucs qui sont fabuleux et je vous invite à aller voir des trucs comme leur suspendu, le pont des amoureux de Van Cleef & Arpels, des trucs comme ça. Mais donc ils ont créé un chrono en 2018, je crois, ou 2017, qui s'appelle Agengraph et qui a un système d'embrayage. Alors, on va pas faire de la technique, on en a exprès, on n'a pas fait de la technique jusque-là, à parler des différents types d'embrayage, à parler de tout ça. Mais en gros, ils ont dit, le chrono fonctionne comme ça, quels sont les inconvénients du chrono tel qu'il existe aujourd'hui et comment on peut faire pour améliorer ça. Et donc, ce système d'embrayage qu'ils ont inventé, c'est pas un système avec des dents où du coup on va arriver à lancer ou arrêter le chrono à une dent près ou un petit saut, etc. C'est un système par friction. On rentre pas dans les détails, mais là aussi c'est super intéressant. Ils ont utilisé une technique proche des limes à ongles, des couteaux de l'armée suisse. Enfin bref, c'est je trouve super cool. Ouais, ils sont allés loin, quoi. Il y a de la pure R&D, quoi. Ah bah là, en termes de R&D, ils sont Tu sens que les mecs... soleil, hein. Ouais. Donc... Ah merde, tu te brûles. J'ai cité Dieudonné, putain. Je suis tombé bien bas. C'est, en tout cas, pour refaire le parallèle avec le Spring Drive, ce système d'embrayage, c'est un embrayage par friction. Et donc, quand tu lances ou quand tu arrêtes le chrono, il s'arrête et il se lance au moment où tu appuies. Il n'y a pas un saut en fonction de où en est le mouvement. Donc, il y a un petit peu ce parallèle qui peut être fait. Ce qui est intéressant surtout avec l'Agengraph, et là où je disais tout à l'heure, il y en a qui font les choses différemment, c'est que la construction. Contrairement à ce qui se fait habituellement, où on a au cœur du cadran les trois aiguilles heure, minute, seconde, et puis des compteurs sur les côtés pour le chrono. En fait, le chrono moderne, pour faire simple, c'est une montre donc, qui donne affiche l'heure. Voilà, la priorité, c'est de donner l'heure. Mais si elle peut chronométrer le temps en plus, c'est bien. Voilà. Eux, ils ont fait l'inverse. C'est secondaire. Eux, ils ont fait l'inverse. Ils ont mis la fonction principale au centre. C'est-à-dire chronométrer le temps. C'est-à-dire que quand on regarde une montre équipée du chrono Agengraph, au milieu, on a 3 aiguilles heure, minute, seconde, mais qui sont en fait les aiguilles du chrono. Absolument, ouais. Et en périphérie, on a un marqueur discret pour les heures et un autre pour les minutes, qui tourne aussi, etc. C'est pas dans des sous-compteurs, mais c'est beaucoup plus discret et c'est plus secondaire dans la lecture que toutes ces infos que tu lis au même endroit. Là, on revient clairement à l'invention de Louis Monnet. Pour finir, c'est-à-dire un compteur. Voilà, dans la construction, qui cette fois-ci indique l'heure discrètement. Mais secondairement. Voilà. Et ça, je trouve que c'est là où je trouve ça génial, c'est que encore une fois, ils font pas les choses comme tout le monde. Et moi, c'est ça qui me fascine. C'est quand on prend un truc, ça fait 100 ans qu'on fait des chronos globalement de la même manière. Pourquoi on les changerait pas Non, on veut faire différemment. Ça, j'applaudis des 2 mains, des 10 doigts, de tout ce qu'on veut. Des 10 pieds. Des 10 pieds. Non, mais c'est clair, ça change. Méga fan. C'est frais. Ouais.
Dans le genre, on l'a déjà évoqué dans un autre épisode. Il y a MBNF. Ouais. Ouais, non mais... Faudra qu'on aille parler à ce monsieur Busser, s'il veut bien nous recevoir un jour. Il est tellement gentil en plus. Pour la petite anecdote, j'ai un pote qui cherche du boulot et qui aurait bien aimé pouvoir bosser dans l'horlogerie. Il fait de la com. Et l'autre jour, je lui envoie une interview de Max Busser parce que c'est un mec que je trouve passionnant et il a l'air humain, gentil, tout ce qu'on veut. Et puis, il a une carrière de fou, etc. Il me dit, ouais, il est trop cool ce mec et tout, génial. Et donc, l'autre jour, mon pote, il me dit, écoute, je lui ai envoyé un message sur LinkedIn pour lui demander des conseils pour réussir à rentrer dans le milieu de l'horlogerie. Je lui ai dit, ok, osez. Et puis le pote, il se dit, ça coûte rien. Il va jamais me répondre, quoi, ça attend une. Ouais, moins de 24 heures après, il avait une gentille réponse du mec qui lui dit, je vous conseille de faire ça, machin, bon courage. C'est beau. C'est beau. Et c'est génial. Mais bon, je sais pas si on en avait parlé, mais il y a un ancien mec de mon entreprise, donc, où je travaille, qui travaillait donc chez Roger Dubuis, si je dis pas de bêtises. Moi, je le connais pas parce que je suis arrivé après lui, mais on a une connaissance en commun et qui m'a dit que maintenant il bossait chez MBNF. Ok. Voilà. Donc j'essaierai au moins de pouvoir peut-être discuter avec cette personne ou créer le contact. Ouais, carrément. Et surtout qu'il est sur la partie priori productique, donc ça peut être hyper intéressant. Passionnant, c'est clair. Voilà. Donc MBNF, on va pas revenir dessus, mais ils ont sorti le Sequential Evo cette année, je crois. On en a déjà parlé, il y a plein de gens sur Internet qui en parlent. Si ça vous intéresse, allez voir. Ouais. Mais c'est excellent, c'est 2 chronos dans un, tu peux les lier, pas les lier, tu peux faire plein de choses. C'est encore une fois quelqu'un qui a pensé les choses différemment, et je trouve ça... C'est une autre vision en fait, c'est le même but, mais avec un autre point de vue. Ouais, c'est réussir à s'affranchir de tout ce qui existe, des codes, tout ce qui a été fait avant. Des codes, ouais, parce que c'est clairement ça. Pour se dire, comment je peux faire un truc, autrement. Et je trouve ça absolument fascinant. Ouais, faut avoir de l'imagination, faut avoir du talent. Donc, et puis il faut un horloger de talent derrière pour pondre un mouvement comme ça, quoi. Et puis toute l'équipe qui va avec aussi, évidemment. Et puis le dernier que je pensais citer à nouveau, parce que vraiment il m'a fait dresser la tente. Une petite pilule bleue, voilà. C'est roulement de tambour. Allez, vous l'avez. Tu crois qu'ils ont deviné ? Ah, je pense, quand même. C'est même pas une Seiko. Ouais, ça c'est parce qu'en fait, c'est plus Gilles de la Seiko, c'est Gilles de l'Omega. Voilà, il est en train de devenir comme ça. Ça y est, c'est fait. La Speedmaster Chime, elle m'a tellement secoué que je peux pas ne pas en parler parce que certes, c'est un chrono. Ouais, normal, mais d'avoir associé la répétition minute au chrono, c'est un éclair de génie, je trouve. Mais en fait, il y en a un qui a dû se réveiller un matin, aller aux toilettes et se dire mais pourquoi on n'a pas fait ça ? Et voilà. Boum, c'est sorti comme ça. Mais en fait, quand il réfléchit, mais c'est tout bête. Ouais. En fait, tu reviens à Ryosek qui en fait marquait le temps avec une goutte de d'encre, et là ils viennent le marquer avec une sonnerie, quoi. Ouais. Et personne n'y avait pensé. Pourquoi pas ? Enfin, j'allais dire pourtant c'est si simple. Non, c'est pas simple. Dans la conception, dans la construction, c'est pas simple. Ah non, mais clair. Dans l'idée de se dire, tu vois, en fait, c'est assez marrant parce que ça regroupe tout ce qu'on vient de discuter, ça regroupe des idées du passé et c'est matérialisé aujourd'hui, tu vois. Et tu te dis, waouh, c'est beau, quoi. Ouais, c'est des approches différentes et c'est pas ce qu'on connaît depuis 100 ans, 150 ans, quoi. Exactement. Et c'est ça qui est beau. Ouais. Après, on n'a pas beaucoup parlé du B01, on parlait des chronos du Oui, j'en ai pas 21e parlé siècle. du B01 juste avant. En vitesse, c'est le 77-50 du 21e siècle. Ouais, pour moi, c'est le mouvement moderne avec un excellent rapport qualité-prix, probablement un des plus modulables possibles. Une construction, moi, je vous invite à aller voir The Naked Watchmaker qui l'a démonté, c'est ultra lisible. Ouais. C'est-à-dire que même si vous êtes un novice, si vous avez déjà joué au Lego, au mécano dans votre vie, ou même juste assembler un puzzle, vous comprenez tout de suite le mouvement. Ouais. Donc c'est un mouvement fabriqué par Kenessi. Exactement. Qui est pour l'instant uniquement chez Breitling. Alors pour le coup, Tudor. Je sais même pas s'il est fabriqué par Kenessi. Non, je crois que ça c'est Breitling qui l'a développé. Okay. Et je pense qu'ils le produisent eux et qu'ils le fournissent à Tudor exclusivement. Et de ce que j'avais cru comprendre quand on a visité la manufacture, c'était que l'accord avec Tudor allait progressivement s'arrêter et que Kenessi allait arrêter de fournir les mouvements 3 aiguilles et que Breitling allait
arrêtez aussi les chronos. Ok, C'est pour ça que je vous invite à acheter vite un chrono Tudor. J'ai fait un vieux raccourci dans ma tête, heureusement. Voilà. Non, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est vraiment Breitling qui l'a développé. Okay. Et pour le coup, c'est un super beau mouvement. Voilà. Ouais. On parle d'interchangeabilité. Vraiment, je vous invite. La vidéo de The Naked Watchmaker, vous allez tout de suite comprendre. En fait, vous regardez celle sur la Tag Heuer Monaco. Et après, je vous invite à regarder celle sur le B01. Ouais. Et là, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Exactement. Voilà. Et puis, je pense et conclure sur comment on fait pour avoir un beau chrono sans claquer des millions. Ouais. Parce que c'est bien beau de parler d'Agengraph, c'est bien beau de parler d'MBNF, c'est bien beau de parler de trucs comme la Speedmaster Chime. Puis on n'a encore pas parlé de tout parce qu'il y a des choses qui sont encore aussi très très belles ailleurs. Mais... Si on veut une belle rattrapante, Patek ils font ça pas trop mal. Hein. Voilà. Si on veut un joli datographe, chez les Allemands ils savent très très bien faire aussi. Ouais. Alors on a exprès laissé de côté les Allemands parce qu'on va faire un épisode sur eux avec un invité spécial. Vous comprendrez pourquoi choses, on n'a pas parlé des forces de l'axe aujourd'hui. Voilà. Moi, si quelqu'un me disait comment je fais si je veux un beau mouvement chrono, mon conseil, ça serait d'aller chercher dans les montres de poche. Ouais. Soit dans les compteurs sportifs. Moi, j'ai des chronos Seiko de l'époque des JO de 64. J'ai un chrono à rattrapante au centième de seconde. J'ai dû le payer peut-être 300 balles, je crois, un truc comme ça. C'est génial. Un chrono au centième de seconde à rattrapante. Ouais, en plus, le mouvement est super joli. Si on l'ouvre et qu'on regarde, c'est super joli. Avec un intérêt historique. C'est génial. Et si on veut des Omega, des Heuer, des trucs comme ça, si on veut pas des montres moi j'ai un chrono Heuer, tu sais, ceux des années plutôt 70-80. Ouais. Et je l'ai payé, je crois, il y a une année ou deux, je l'ai payé même pas 80 €, je crois. Mais ouais, on peut avoir des trucs incroyables. Alors, c'est pas de prix, c'est le chrono du maître de sport, du prof de PS. Mais si on veut un joli chrono mécanique, bien sûr, sans casser la tirelire, sans... Voilà. C'est clair. Pour moi, c'est la meilleure option. Ouais. Parce qu'après, dès qu'on va chercher des montres bracelets avec un chrono, tout de suite, on se rapproche des 750, 1000 € à peu près pour les premiers prix. Alors, sur des petites marques qui emboîtent des trucs. Même pas, je crois. Ah ouais, ça a encore augmenté tout ça. Je sais pas. Moi, en tout cas, si j'avais un conseil à donner, si vous voulez une montre neuve, dans un budget, dans les 1500 €, il y a Hamilton, Tissot qui font des trucs très très bien. La PRX Chrono. Le Tissot Navigator, qui est une réédition un peu vintage. Voilà. Il y a l'Intramatic de chez Hamilton. Ouais. Voilà, il y a des jolies petites choses. Il y a des trucs très sympas. Avec des bons mouvements en plus. Enfin, pas de la. Voilà. C'est pas de la haute horlogerie, mais ça marche boulot, et c'est joli. C'est réparable, c'est tout ce qu'on Exactement. veut. Moi, ce qui me plaît dans l'idée des montres de poche ou alors des compteurs, vraiment c'est le côté historique en fait. Il y a le côté historique, c'est des mouvements plus grands que tu peux regarder. Ouais. Et puis, si tu veux mettre plus de pognon pour avoir vraiment du très très lourd, pour plusieurs centaines ou quelques milliers, t'as des trucs de dingue. Hein. Ah ouais, non, mais tu peux vraiment avoir des trucs. Des super belles rattrapantes. Et puis bon, des trucs, franchement, en vrai. Ouais. Une montre Gousset au poignet, un petit peu de Chatterton. Franchement. Une montre Gousset, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins qu'une grosse Panerai. Franchement, ça se fait. Panerai. On soude deux petites cornes là, comme ça, là, un bracelet au milieu. Ça fait une Radiomir. Et ouais, ça te fait une Radiomir. Une Radiomir chrono. Ils n'ont jamais inventé. Non, mais clairement, mais il y a vraiment de jolies choses. Ouais. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est vintage. Chez Seiko, il y a des pépites. Ouais. Moi, je vous conseille de suivre Bertnet69 sur Instagram. Ouais. Je sais plus son pseudo exactement. Ouais, parce qu'il s'est fait supprimer. Ouais, il s'est fait hacker les comptes et tout. C'est n'importe quoi. Mais voilà, si vous êtes. C'est la référence des chronos Seiko Vintage. Il a tout dans des états. C'est le pape. Concours, voilà. On a Seiko Taku pour GS et Seiko Basique. Voilà, mais tout ce qui est Seiko Chrono, Bertrand, c'est. Ouais, il a une collection. C'est la légende. Même en dehors des chronos, il a une collection de dingue. C'est un gars super sympa, etc. Donc salut Bertrand, j'espère que tu nous écoutes. Ouais. Si tu nous écoutes pas, je te trouve quand même sympa. Ouais. Mais moi. Voilà, un peu moins intéressant tout de suite. Donc voilà un peu globalement ce qu'on avait à dire sur les chronos, sur l'histoire, sur le lexique, sur tout ça. Ouais. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Moi qui espérais qu'on arrive à plier ça en 1 heure, je crois qu'on est loin du coup. On doit être encore à 2 heures et quelques. Mon Dieu, il y en a qui... Si j'avais pas raconté toutes mes histoires sur Seiko, ça tenait en 1 demi-heure. Mais... Ah oui, mais bon, c'est ton syndrome, qu'est-ce que je te dise. Ouais, mais j'essaye de me soigner. Encore une fois, je fais ce que je peux. Donc vous verrez peut-être que d'épisode en épisode, je parlerai peut-être plus de Seiko. Non, il va parler d'Omega, donc comme ça, vous êtes
vous êtes, oui, vous êtes au clair. Ouais, non, mais ouais, c'est vrai qu'on a essayé de condenser au mieux cette histoire sur le chrono. C'était tout en sujet, étant complet. Voilà, c'est pas hyper... En fait, on pourrait en parler des heures et des heures et des heures. Ouais, c'est un exercice pas facile parce que faut parler un peu de technique sans rentrer trop dans les détails. Il faut parler un peu d'histoire, mais pas sans devenir être trop super chiant. Voilà. Donc on a essayé de faire un petit mix de tout ça. On espère que ça vous aura plu. Ouais. Si ça vous plaît pas, on s'en fout. Exact. Et à la prochaine. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao. Tchuss.